Salut à tous les amis, alors aujourd'hui, nouveau format. On va partir sur une petite interview, un petit podcast, comme ça vous pourrez l'écouter en fond. Et pour cette première édition, j'ai décidé d'inviter je ne sais pas comment te qualifier, entrepreneur, coach en séduction, plusieurs choses. Plus entrepreneur aujourd'hui, Mike de Dragueur de Paris. Donc il va vous présenter un petit peu ses activités, ce qu'il fait. Il va nous présenter aussi son parcours. Et on va parler d'un peu de tout aujourd'hui. Donc on va parler de séduction, de GigaChad. On va parler de quoi d'ailleurs? On va parler aussi de Tinder, des sites de rencontres. On va parler de la misère sexuelle. Voilà le programme de la vidéo. Donc on peut commencer. Donc salut à toi Mike. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu rapidement, histoire qu'on sache qui tu es? Yes. Salut, je m'appelle Mike. Donc moi, je suis spécialisé dans les rencontres en ligne depuis un bon paquet d'années. Donc en séduction, ça fait 14 ans. Je suis dans le milieu, dans ce qu'on appelle les communautés des pick-up artistes, pour ceux qui connaissent. Donc ça fait 14 ans que je suis dans ce milieu. Et puis aujourd'hui, donc j'ai créé une marque qui s'appelle Dragueur de Paris, où on accompagne les hommes à révéler ce qu'on appelle le charisme naturel pour qu'ils puissent rencontrer des femmes qui leur plaisent. Et puis accessoirement, j'ai plusieurs sociétés également, et notamment dans le milieu du marketing digital, puisque j'accompagne aussi des entrepreneurs et des copywriters également, pour ceux qui connaissent le métier. Et aujourd'hui, on va pas parler de marketing, on va parler de séduction, du coup. Moi, il y a un aspect, tu vois, qui me saute déjà aux yeux. Déjà, quand je te vois, t'es très grand en vrai, t'es plutôt baraqué, t'es bien présenté. En tout cas, on voit que tu prends soin de toi. Pourtant, quand on s'intéresse un petit peu à ton histoire, on voit bien que c'était pas du tout le cas avant. T'as un drôle de parcours, en tout cas. C'est étonnant de voir des gens comme toi qui finissent par devenir entrepreneurs dans le milieu de la séduction. Est-ce que tu pourrais expliquer et nous raconter un peu brièvement ton histoire, ton parcours? Je pense que tu ajouteras sur la vidéo ou autre des photos avant-après, parce que là, personne qui découvre pour la première fois, elle voit, dit ouais, ok, Mac, voilà, 1m95, baraque, etc. Sauf que ils n'ont pas vu l'avant. Et quand tu regardes l'avant, tu dis ah ouais, putain, ça revient de loin quand même. Donc, pourquoi je parle toutes les semaines de séduction? Parce que c'est en 2008 que j'ai découvert ce milieu-là. En 2008, j'étais un geek, j'étais en apprenti ingénieur à l'époque, donc j'ai travaillé ensuite dans l'industrie aéronautique, chez Airbus, ministère des Armées pendant 10 ans, donc j'ai commencé par des études d'ingénieur. Et comme beaucoup d'ingénieurs, je me suis retrouvé dans des classes de mecs. Je te laisse imaginer l'ambiance, une classe de mecs où t'es 40, il y a une femme, elle est déjà en couple. Bon, déjà, elle est, c'est pas une 10 sur 10, tu vois, mais en plus, elle est en couple. Et toi, t'es là au milieu des mecs, au milieu d'autres geeks. Et ce sont des personnes qui sont comme toi. C'est-à-dire, c'est des geeks, ils ont absolument aucune idée de comment on fait pour rencontrer une femme, tu vois. Et globalement, dans ce milieu-là, voilà, c'est le milieu des nerds. C'est un peu cliché du nerd boutonneux, qui tout maigre, etc. C'est ce à quoi je ressemblais avant. C'est-à-dire, pas en 2008 par rapport à aujourd'hui, pour donner un ordre d'idée, je faisais 35 kilos de moins qu'aujourd'hui pour la même taille. J'avais un physique absolument dégueulasse. Je mettais des t-shirts de métal avec des flammes, des machins, tu vois, parce que j'écoutais beaucoup de death metal et tout à l'époque, tu vois, donc du coup, je mettais des t-shirts comme ça. Et évidemment, ça marchait pas. Et le problème, c'est que quand t'as 19 ans, t'as 20 ans, tu deviens un mec, t'as les coudes qui te grattent, t'as l'appel de la nature qui est là. Et puis surtout, t'es frustré. T'es frustré parce que, je pense qu'on a tous déjà vécu ce sentiment, tu te promènes dans la rue, tu vois une nana, je sais pas, tu la vois, elle est en mini-short, elle a des belles jambes, elle a une démarche élancée, tu la vois, tu dis, putain, cette femme, elle me plaît, j'aimerais bien la connaître, aller lui parler, peut-être la revoir, boire un café, etc. Mais tu le fais pas. Tu le fais pas déjà parce que tu sais pas comment faire, tu sais pas quoi lui dire. Parce que t'arrives, salut, moi je m'appelle Bob, machin, tu sais pas quoi lui dire. Et puis surtout, à cet âge-là, comme beaucoup de mecs, je complexais mais à mort sur mon physique. Je me disais, mais ça passera jamais. Donc j'y allais même pas, tu vois. J'y allais pas parce que je me disais, à quoi bon? Je vais me prendre un vent, je le sais, tu vois. Et du coup, ça a été des années d'auto-sabotage comme ça. Jusqu'à mes 20 ans, où voilà, mes 20 ans, j'avais même pas embrassé une fille de toute ma vie, tu vois. Et puis à un moment, j'en ai eu marre. Il y a un épisode qui s'était passé, dont je parle assez souvent, c'est le bal de fin d'année, qui a été un événement traumatisant pour moi, mais vraiment. Mais traumatisant dans le bon sens, parce que ça m'a amené à découvrir ensuite la communauté de séduction.
Donc en gros, j'avais une stratégie à l'époque. Il y avait quand même quelques mecs dans la classe d'ingénieurs qui arrivaient à choper, quoi, qui arrivaient à rencontrer des très belles femmes. C'est des mecs, quand tu arrives le lundi en cours, c'est les mecs qui racontent leur week-end. Ils disent ouais, je suis en boîte de nuit, puis j'ai vu une meuf, elle me plaisait, je suis allé, puis on a 1 heure après, ils ont baisé dans les buissons à l'extérieur, machin et tout. Moi j'étais là, je l'écoutais religieusement, tu vois, et je me disais putain, je veux la même vie que lui, tu vois. Je me dis ouais, je veux sortir les week-ends, je veux ramener, etc. Parce que quand il en parle, en fait, il le faisait avec une facilité déconcertante, tu vois. Et je me disais putain, j'ai envie de faire comme lui. Bon, je me suis débrouillé pour le bal de fin d'année pour être un peu son wingman, comme on appelle dans le jargon. C'est-à-dire le wingman, en gros, c'est tu vas draguer avec lui, c'est-à-dire t'es son partenaire. Voilà, t'es un copilote. C'est dans le milieu de la séduction, ce qu'on appelle un wingman, c'est voilà, quand tu vas aborder, par exemple, on appelle ça des sets, des groupes de 2, bah tu vas à 2, tu vois. Et donc mon objectif, c'était ça, c'était d'être son wingman pour apprendre, tu vois. Ça, c'est des termes qui sont utilisés par les pick-up artistes et la communauté du RSD aux États-Unis, c'est ça? Ouais. Ça, j'utilise beaucoup d'acronymes parce que ça fait 14 ans que je les utilise, mais je vais donner la traduction à chaque fois. Donc, ce qu'on appelle un set, voilà, c'est un groupe. Et puis, du coup, à la fin d'année, j'ai réussi à être son wingman. Donc, du coup, on est sorti au bal de fin d'année. Et ça a été une catastrophe. C'est-à-dire que j'osais pas y aller. Et à la fin, je me suis quand même forcé à y aller, mais je me suis pris les pires râteaux qui soient. C'est-à-dire, t'arrives, tu sais, c'est ambiance de fin d'année, t'arrives, t'attrapes la main de la meuf te regarde, elle fait non, en mode casse-toi. Et toi, t'es là, et ça te détruit. Et qu'est-ce que tu veux aborder une autre nana quand tu te prends un rejet pareil, tu vois. Et ça a été violent, et puis là, là, en fait, je suis paralysé. Je suis là, merde, qu'est-ce que je fais et tout ça, je sais pas quoi faire. Et le mec le voit, et ça le fait rigoler, tu vois, ça fait rigoler, et puis du coup, à la fin, il me calcule même pas, il va aborder, machin et tout. Et je me souviendrai toute ma vie de cette phrase qu'il m'a dit, c'est-à-dire qu'à la fin du bal, il y a un peu le débrief, tu vois. On était un groupe de 4, hein, c'était pas juste lui et moi, on était 4. À la fin, il y avait ses 2 cousins qui étaient venus. Et à la fin, il me fait merci Mac, on sait ce que tu veux maintenant. Bah et ça se voit pas trop aujourd'hui, mais à l'époque, j'avais un énorme ego, tu vois. Et là, ça a été la gifle de trop au niveau de l'ego. Et du coup, je suis rentré directement chez moi. Et durant tout le trajet, je ruminais. Je me disais, putain, c'est qui ce connard pour me dire ça? Pourquoi? Machin et tout. Ce que je savais que je valais mieux que ça, tu vois. Et quand je suis rentré chez moi, je me suis dit... En fait, j'ai pris une décision ce jour-là. Je me suis dit, plus jamais ça. Je veux plus jamais vivre une humiliation pareille. À partir de ce moment-là, je décide de passer à l'action. C'est-à-dire, je me dis, j'ai envie de changer de vie. J'ai plus envie d'avoir cette vie de geek boutonneux qui arrive à rien, qui se fait dégager par tout le monde et tout. Et je m'assieds devant le PC et je tape comment séduire une femme. C'est con. Je commence par ça. Comment séduire une femme. Et c'est à ce moment-là que je découvre un monde que je connaissais pas du tout. C'est-à-dire la communauté des pick-up artistes, donc des PUA. Donc à l'époque, c'était des forums qui s'appelaient, il y avait FTS, French Touch Seduction. Le forum où j'allais le plus, c'était VLJ, donc ça s'appelait Verse le jus à l'époque. et j'ai rejoint ce forum justement par le nom. Juste, j'ai lu Verse le jus, j'ai fait ah ouais, non, là c'est pour moi. Et j'y vais direct. Et à l'époque, c'était des forums, donc c'était en 2008, tu vois, c'est-à-dire à l'époque, c'était MSN Messenger et tout. Voilà, Instagram n'existait pas, Facebook, je crois que ça n'existait pas encore à cet âge-là. Instagram encore moins. Les groupes privés de séduction comme aujourd'hui n'existaient pas. À l'époque, c'était des forums open bar mais secret, tu vois, t'arrives pas là par hasard. Et je m'inscris et là je prends une claque, c'est-à-dire qu'en fait je découvre un monde où il y a des centaines de personnes comme moi, mais je savais pas que ça existait. Et je vois plein de présentations de mecs qui disent la même chose que moi, qui disent ouais, moi j'ai 20 ans, j'ai 25 ans, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, toute ma vie j'en ai chié avec les femmes, je me suis fait rejeter, etc. Et c'est des mecs qui ont pris cette décision aussi de changer de vie. Et ça a été le début derrière de l'aventure d'une vie finalement. Ça a complètement changé ma vie. Et tous les jours, je remercie les mecs qui ont inventé ça, c'est-à-dire les communautés de séduction. Ça a changé ma vie et ça a changé la vie des centaines de personnes que j'ai rencontrées par la suite, tu vois. Et du coup, j'ai fréquenté ces communautés pendant très longtemps. Puis voilà, j'allais sur le terrain quand j'étais célibataire et que j'étais en couple, j'ai arrêté. Puis j'ai alterné plusieurs phases comme ça. Et puis en 2017, j'ai décidé de créer ma propre communauté, mon propre écosystème que j'ai appelé Dragueur de Paris,
qui est aujourd'hui numéro 1 sur son marché, donc sur le marché des rencontres en ligne, puisque je me suis spécialisé sur les rencontres via les applications de rencontres et les réseaux sociaux également, et j'expliquerai, on va avoir l'occasion d'expliquer pourquoi. Voilà, pourquoi je tease un peu la suite, pourquoi je suis ouvertement anti-drague de rue, et on va pouvoir expliquer pourquoi. Un petit peu anti-boîte de nuit aussi, petit à petit, ça commence. C'est bien parce que moi, justement, je viens de la drague de rue, tu vois. Donc, on pourra en discuter un petit peu après. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est que généralement, les coachs en séduction, en tout cas les gens qui créent une autorité, on va dire, dans le milieu de la séduction, généralement, c'est très souvent des beaux gosses. Tu vois. On va pas se mentir. C'est souvent des gens qui ont une belle gueule, qui ont un avantage compétitif, un point de vue de la séduction, et ils en tirent profit, ils en tirent autorité, et puis derrière, ils en vendent des services. Ce qui fait qu'il y a difficulté de s'identifier quand t'es pas forcément quelqu'un de très beau, t'es pas forcément quelqu'un de très à l'aise. Et du coup, il y a une vraie difficulté à essayer d'établir une vraie écoute pour essayer de progresser, quoi, et de suivre la personne. Et toi, c'est vraiment pas du tout le cas. Et j'en veux pour preuve la photo. L'avant-après qui est assez violent, je vous le mettrai à l'écran en post-prod. On voit vraiment que tu pars de très, très loin physiquement. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quand est-ce que tu as pris conscience, déjà, premièrement, de l'importance du physique en séduction. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Et deuxièmement, quels sont les leviers, toi, que tu as utilisés pour apprendre à améliorer ton physique, quoi, parce qu'on a le levier dessus. Alors, plusieurs choses à dire, ça c'est un grand sujet, effectivement. Déjà, ce que tu appelles les personnes qui, naturellement, sont beaux gosses, ont rien à faire pour séduire des femmes, dans le jargon, on appelle ça des naturals. C'est-à-dire, un natural, en fait, c'est une personne qui a jamais rien eu à faire pour avoir du succès avec les femmes. C'est injuste, mais il y en a. Et ces mecs-là sont absolument incapables de t'expliquer comment séduire une femme. Tu vas leur poser la question, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, sois toi-même, sois naturel, sois cool, va parler aux filles. Tu sais, ils vont te dire ça. Et à l'époque, moi, je demandais conseil à ces personnes-là. Et qu'est-ce que tu veux faire quoi avec des conseils comme ça? Tu vois, c'est de la merde, quoi. Sois naturel, ça veut rien dire. Sois toi-même, ça veut rien dire. Et d'ailleurs, ça marchait pas parce que j'étais moi-même, mais ça marchait pas. Tu vois. Donc, en fait, ce qu'on théorisait, le mouvement des pick-up artists, c'est né avec une personne qui s'appelle Mystery, qui a été le premier à théoriser ça, justement. C'est en fait, il a regardé qu'est-ce qui faisait que les naturels avaient autant de succès avec les femmes, et en fait, il a décomposé ça sous forme de méthodes. C'est rien d'autre que ça, en fait, les méthodes de séduction. Et du coup, c'est des méthodes qui sont destinées à des personnes comme toi et moi qui sont pas nées avec ça, mais qui a envie d'apprendre pour ensuite le maîtriser, tu vois, parce que c'est quelque chose qui s'apprend. Quand t'es né avec, écoute, tant mieux, mais quand t'es pas né avec, faut bosser, tu vois, c'est comme... t'as une chanson d'un groupe de rap que j'aime beaucoup qui s'appelle I Am, qui dit on n'est pas né sous la même étoile, tu vois. Pour le confort de vie, c'est pareil, il y en a qui naissent dans des familles de millionnaires et toute leur vie, ils n'ont jamais à se poser la question comment gagner de l'argent, et il y en a beaucoup, c'est pas le cas. Et ces mecs qui ont jamais appris à faire de l'argent, faut apprendre, tu vois. Tu vois, par rapport à ça. C'est une objection qu'on a quand on est jeune, ce qui est normal. Mais moi, je l'avais à une certaine époque, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, non. On a vraiment le levier sur son physique. Et là, la première chose de prime abord que j'ai envie de te dire, c'est que en fait, le physique, c'est génétique. Tu vois, t'y peux rien. Si t'es moche, t'es moche. Si t'es beau, t'es beau. T'as aucun levier dessus. Et du coup, essayer de me vendre ou essayer de me dire que dans tous les cas, je peux essayer de m'améliorer physiquement, à part peut-être un peu le sport, c'est une énorme arnaque. Tu vois. Qu'est-ce que tu auras à répondre à quelqu'un qui te dit ça? Alors, plusieurs choses à dire. Déjà, première, t'es pas responsable de ta génétique. Par contre, t'es responsable de l'image que tu renvoies. La génétique, tu peux rien y faire. C'est-à-dire, si tu fais 1m95, tu fais 1m95. Si tu fais 1m60, tu fais 1m60. Tu peux rien changer à ça. Par contre, ce qui est intéressant de faire, c'est de regarder les leviers sur lesquels tu peux jouer. Tu vois. Par exemple, dans les communautés de séduction, on parle beaucoup de muscles, de musculation, etc. Ça, c'est un levier sur lequel tu peux jouer, la musculation. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si... c'était mon cas, moi j'étais anorexique à l'époque, tu vois. Évidemment, j'ai fait du sport. Je me suis mis au sport, tu vois. Et ça, c'est un exemple. Mais ce qu'il faut également comprendre, c'est que les hommes et les femmes ne regardent pas les mêmes choses dans le corps d'un autre. Nous, les hommes, on est sensibles. Voilà, nous, c'est mécanique. C'est-à-dire, tu vois un cul dans la rue, tu bandes. C'est mécanique. C'est comme ça. Ce qui fait mouiller une femme, c'est pas de voir un mec avec un gros torse. Parce que ça, c'est juste de la plastique, tu vois. Ce qui fait mouiller une femme, c'est le charme qui est autour de ça. Et le charme qui est autour de ça, c'est ton langage corporel, ta façon de parler et la façon dont tu te tiens,
Ton dress code également. Par exemple, ton dress code, tu envoies énormément d'informations en fonction de comment tu es habillé. Et juste le dress code, déjà, tu as un énorme levier d'action avec ça. Parce que ça, j'en vois toute la journée des mecs qui s'habillent comme des merdes. C'est-à-dire qui mettent des vêtements qui sont pas à leur taille, qui mettent des vêtements trop grands, trop petits, c'est très rare, en général c'est trop grand, ou avec des couleurs qui sont crades, ou alors ils s'habillent chez Célio avec des chemises à 10 balles, tu vois, qu'est-ce que tu veux faire avec ça, tu vois. Donc déjà, juste en commençant par ça, tu as d'énormes leviers, justement, pour jouer sur ton image, tu vois. Et par exemple, un truc sur lequel j'aime beaucoup jouer, c'est la voix, tu vois, par exemple. Pour exciter une femme, il y a une étape qui est indispensable, c'est l'étape de la sexualisation, tu vois. Et en fonction du ton de la voix, ton message va pas être le même. Par exemple, si tu dis « Ah, bah écoute, Estelle, t'es très sexy. Je te jure, t'es vraiment bien. » Quelle image je renvoie quand je dis ça? Voilà. Par contre, si je dis « Salut Estelle, je te trouve très sexy. » Et tu marques un silence. Tu vas chercher les graves de ta voix qui sont là, dans ton diaphragme, et tu mets des pauses, tu vois, dans tes phrases. Chose que personne fait, d'ailleurs. Juste avec ça, déjà, tu sous-communiques énormément de choses. Alors que c'est la même phrase, tu vois. J'ai dit la même phrase, mais la perception est complètement différente en fonction de la tonalité de la voix. Le langage corporel, c'est pareil, tu vois. Le langage corporel, tu as des mecs, par exemple, tu vois, ils sont comme ça en rendez-vous. Ils font un langage corporel resserré. Par contre, tu prends de la place, tu mets ton bras comme ça, tu sous-communiques de l'assurance, tu vois. Et tous ces éléments-là, quand tu les additionnes à la fin, parce qu'il y en a plein, des éléments pour lesquels tu peux jouer sur ton image, et quand tu les additionnes tous, bah à la fin, tu passes du mec transparent que personne ne remarque et que tout le monde rejette quand tu vas aborder une femme, à un mec intriguant. On se dit, tiens, les nanas le disent extrêmement bien, les mecs ont beaucoup de mal à comprendre ça, les nanas vont dire, dégage quelque chose. Je sens quelque chose, tu vois. Voilà. Et chose que quand tu es en mode gros binaire ingénieur, tu comprends pas, tu vois. Et les méthodes de séduction, c'est bien, mais il faut aussi apprendre à se détacher de ça pour écouter, pour écouter ce que cherchent les femmes, c'est-à-dire c'est de l'ordre du ressenti, de l'ordre de l'émotionnel. Et ça, tu peux l'influencer avec l'image que tu renvoies, avec les leviers qu'on a vus précédemment. Et donc, avec ça, encore une fois, tu te concentres sur ça parce que ça, c'est sous ton contrôle. Ton langage corporel est sous ton contrôle. Ta coupe de cheveux est sur ton contrôle. Rien ne t'empêche d'aller chez un coiffeur pour refaire ta coupe de cheveux, avoir une coupe un peu plus moderne, virile, etc. Ton dress code est sous ton contrôle, tu vois. Et c'est une perte d'énergie d'accorder de l'attention sur des leviers que tu ne peux pas changer. Exemple, ta taille. Ou exemple aussi, ta couleur de peau, tu vois. Ça, tu n'y peux rien. C'est comme c'est, tu fais avec. Et tu te concentres sur les autres leviers, là où tu as vraiment un levier d'action, tu vois. Et c'est vrai que quand on est jeune, premier réflexe qu'on a quand on est un peu heurté, parce que moi j'ai eu un parcours qui est un peu similaire au tien, c'est-à-dire que moi je suis un ancien très gros, c'est-à-dire moi j'étais pas gros vite fait, j'étais très gros, et j'ai bien évolué physiquement, j'étais aussi très moche, je vous mettrai des photos en post-prod, j'ai aussi un avant-après qui est assez impressionnant. Et c'est vrai que quand on est jeune et qu'on se confronte pareil à la violence des rapports de séduction, la première chose qui arrive, c'est qu'on développe du ressenti vis-à-vis des femmes, et on tend un petit peu quand même vers la misogynie. Et le premier réflexe qu'on a, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que veulent les femmes? Et les femmes, elles couchent. En tout cas, c'est les premières choses auxquelles on a accès au visuel. C'est un beau mec musclé et qui a de la thune. Enfin, généralement, c'est ça. C'est je vais faire de la musculation et je vais faire de l'argent pour baiser plus de femmes. C'est des choses qu'on se disait quand on était plus jeune. Toi, qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça? Est-ce que tu estimes que l'argent, c'est un levier qui permet de vraiment séduire les femmes? Ou au contraire, je pense que ça n'a rien à voir, et pareil pour la musculation. Alors, plusieurs choses. Donc déjà, l'aspect physique et argent, ça, c'est ce que j'appelle des bonus. C'est-à-dire, c'est des éléments qui vont te permettre d'avoir plus de résultats, qui vont te permettre de rencontrer un certain type de femme, mais c'est en aucun cas suffisant. Par contre, ce qui est absolument nécessaire, c'est d'avoir un bon game. Ce qu'on appelle le game dans le jargon, c'est ta répartie, ta capacité à sexualiser une conversation, à mettre à l'aise une femme, etc. Tout ce qu'on apprend en séduction, finalement, ça, par contre, c'est absolument nécessaire. En 14 ans, si tu veux, des mecs qui sont beaux gosses, qui sont millionnaires, j'en ai rencontré plein. Et c'est pas parce qu'ils sont beaux gosses ou millionnaires qu'ils ont les femmes à leurs pieds, tu vois. Là où ils ont un avantage, ces personnes-là, c'est sur la phase d'attraction, c'est-à-dire au début. C'est-à-dire qu'effectivement,
quand tu es musclé, quand tu es bien présenté, tu vas capter plus facilement l'attention, tu vois. Ça, oui, ça c'est vrai. Tu peux pas le nier, tu captes plus facilement l'attention. Par contre, imaginons c'est dans un cadre de soirée par exemple, par contre si à côté de toi il y a un mec au physique très lambda et qui a un excellent game, il va défoncer le premier. Et ça, je l'ai vu plein de fois. Parce qu'en général, et ces mecs-là, souvent, ils se reposent justement sur leur physique. Ils deviennent un petit peu feignants, ils se disent « Ouais, voilà, je suis beau, je suis millionnaire, du coup, c'est pas à moi d'aller vers les femmes, c'est à elles de venir vers moi, etc. » Sauf qu'en fait, ça marche pas comme ça. Les femmes, et en particulier les très belles femmes, il faut aller les conquérir, il faut aller les chercher, tu vois. Et en fait, celui qui gagne à la fin, c'est celui qui a la plus grande résistance au râteau, c'est celui qui sait mettre son ego de côté, et c'est celui qui maîtrise justement les codes du game, tu vois. Donc, si je peux faire une synthèse, moi, ce que je préconise, c'est travailler sur les deux. C'est-à-dire travailler à la fois sur la partie game et puis aussi sur les autres assets que sont physique, statut social, etc. C'est une bêtise, je trouve, d'opposer les deux. En mode, ouais, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que c'est le game? Est-ce que c'est le statut social? Fais les deux. Comme ça, en travaillant les deux, tu gagnes sur tous les tableaux, tu vois. Donc, il y a un contre-exemple que je prends souvent. C'est un mec, j'appelle Dieu Alban. Ce mec, là il est pas en face de nous, je peux pas le présenter, mais ce mec, tu le rencontres une fois dans ta vie, il te met une gifle dans la gueule. C'est une personne que j'ai rencontrée sur la communauté de séduction, qui était un ami pendant plusieurs années. C'est un mec qui rendait fou tout le monde. C'est-à-dire, c'est un mec, il faisait aucun effort vestimentaire, aucun effort d'hygiène même. Et même ma copine de l'époque, elle se foutait de sa gueule, elle dit ouais, il prend pas de soin de lui, machin. Le mec, il était prof, donc il fait un métier lambda, tu vois. Tout le temps à l'ouest. Il disait tout le temps, il est à l'ouest, machin. Et imagine Doc Gynéco. Voilà, c'est le sosie de Doc Gynéco avec des cheveux mi-longs, machin, tu vois. Il parle. Par exemple, tu lui demandes, tu lui poses la question, tu lui dis ouais, je t'ai vu, t'as abordé une femme, tu lui as dit quoi? Il va dire je dis comment elle allait, tu vois. Il te fait vraiment des réponses comme ça. Et ce mec rendait fou tout le monde parce que, alors, il s'est tapé des nanas très moches, c'est vrai, mais il s'est aussi tapé des putains de bombes. Et dans la bande de potes qu'on avait à l'époque, on l'a tous vu faire. Il rendait fou mes potes. Il y avait par exemple un de mes meilleurs amis qui s'appelle Sébastien, qui verra peut-être cette vidéo d'ailleurs. Je me rappelle, une fois, on était à une soirée. Et puis on était là, et puis à un moment, on voit Dieu Alban qui passe devant nous, dedans la main, à une putain de bombe. Et là, Seb, il le regarde passer comme ça, il fait « What ? Alban ? Avec une meuf comme ça, c'est pas possible !» Et parce que Seb, c'était l'opposé, c'est-à-dire lui, c'était un mec très, très dominant, etc. Tu vois, c'est un mec qui travaillait beaucoup à dominance. Avant de sortir, il passait 2 heures à sélectionner quel t-shirt il va mettre pour sortir, tu vois, genre il était pointilleux sur tout, sur le parfum, le machin et tout. Et Alban arrivait à choper des nanas qui étaient meilleures que ce que lui arrivait à choper. C'est la différence. Je vais prendre juste la parole. En fait, tous les leviers comptent en séduction. Au même titre que quand tu as une entreprise, tous les leviers comptent pour gagner plus d'argent. Mais au bout d'un moment, il faut avoir l'intelligence. Et oui, il faut avoir l'intelligence et les connaissances pour essayer de comprendre quels sont les leviers qui te permettront de gagner de plus de valeur et d'arriver plus rapidement à ton but. Si tu as une entreprise et que toute entreprise se doit de faire du bénéfice, si au bout d'un moment tu mets 100% de ton focus dans la comptabilité, ça va être très dur de faire de l'argent. Au bout d'un moment, il faut trouver des clients et il faut vendre. Et c'est à peu près la même chose en séduction. Je pense qu'il y a des gens, comme ton collègue là que tu m'as dit, qui ont appris justement et ont compris où est-ce qu'il y avait le plus de valeur en séduction. C'est-à-dire en l'occurrence apprendre à sexualiser, apprendre à rencontrer, apprendre à faire le game comme tu le dis. C'est-à-dire apprendre en fait à séduire tout simplement parce qu'il y a des étapes dans la séduction, tandis que tu en as d'autres qui vont mettre leurs efforts sur des leviers qui comptent bien évidemment comme la musculation, comme d'autres, mais qui ne sont pas suffisants en fait pour passer à l'acte, parce que tu peux être le plus beau, le plus tout ce que tu veux, si tu n'es pas capable de gérer un rapport de séduction en réel face à une femme, tu pourras jamais arriver à ce que tu désires réellement, c'est-à-dire avoir de la sexualité et de l'amour. Oui. Et là c'est... Par rapport à ça, il y a une question et j'invite toutes les personnes qui regarderont cette vidéo à y répondre sincèrement. C'est quel type de femme vous voulez ? En général, les personnes qui regardent des vidéos, genre par exemple sur Internet, comment devenir alpha, comment devenir dominant, etc., c'est des personnes qui se concentrent sur le modèle de la dominance, c'est-à-dire voilà, le leader, etc. Mais
est-ce que c'est un modèle que vous poursuivez parce que vous êtes frustré et du coup vous voulez aller à votre opposé, ou est-ce que c'est un modèle qui vous correspond vraiment, tu vois? Par exemple, là, mon pote Seb dont j'ai parlé tout à l'heure, lui, son modèle, c'est celui de la dominance. C'est un leader né, c'est un mec, tu le fous dans un groupe, il lead tout le groupe, tu vois. Ce que moi, je ne suis pas, parce que moi, j'ai plutôt un caractère introverti, tu vois. Et au début, je voulais être comme lui, c'est-à-dire je lui disais, ouais, moi, je vais être leader, le groupe, machin et tout. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça ne me correspond pas. C'est pas un modèle qui me correspond, c'est un modèle que je pourchassais parce que j'étais frustré. Et comme j'étais frustré, je voulais contrebalancer à l'extrême opposé, c'est-à-dire voilà, de suiveur à leader, en gros, tu vois. Mais déjà, si tu es leader de ta vie, c'est bien, tu vois. T'es pas leader, ça veut pas dire leader un groupe de 50, 100, 200 personnes. Et pour savoir si tu es un leader néo ou pas, c'est simple, il y a un exercice dont je parle souvent, c'est va dans une salle de boxe thaï et confronte-toi au mec qui est dans la boxe thaï. En général, c'est les mecs, ils sont pas là pour rigoler, tu vois. C'est les mecs qui ont ça dans le sang. Et si t'as pas cette caractéristique-là dans le sang, ça marchera pas. Tu vas juste te faire défoncer et tu vas te rendre compte qu'en fait, ça marche pas. Et la personne dont j'ai parlé juste avant, par exemple, Alban, lui, son modèle, c'est pas la dominance. Son modèle, c'est l'artistique. C'est le côté artiste, tu vois. Le côté créatif. Lui, il maîtrise très bien le côté émotionnel, tu vois. Et cette personne-là, Alban, c'est quelqu'un qui a une capacité. Il est introverti, lui aussi, c'est pas un extraverti. Et en fait, quand il va aborder une nana, il a cette capacité à envoûter la meuf, en fait. Parce que dans sa façon de faire, dans sa façon de parler, il a ce truc d'emmener la discussion sur les trucs ésotériques qui plaisent aux nanas, tu vois. Et au début, les nanas, quand lui, il passe sous le radar, tu vois. Il y va pas en mode... on dit toujours, en gros, il y a deux formes de game. Il y a le game direct et le game indirect. Quand tu vas aborder une nana. Le game direct, c'est tu vas lui dire directement que tu lui plais, d'où le fait que ce soit direct. Et tu as le game indirect, c'est tu utilises un prétexte ou tu parles d'un autre sujet, tu vois. Alban, c'est ce qu'il faisait. Il faisait du game indirect, tu vois. Et du coup, au début, les nanas le regardaient un peu de travers, en mode, ouais, qu'est-ce qu'il veut, machin. Mais comme c'est de l'indirect, il se prend pas de rejet, tu vois. Et du coup, ça lui laisse suffisamment de temps pour placer ses pions petit à petit. Et petit à petit, la nana change d'avis, elle se dit, ah, en fait, il est intéressant, il a un truc, il y a quelque chose, tu vois. Et ça, c'est ce qu'il maîtrise, et c'est grâce à ça qu'il arrive à séduire, tu vois. Et ça, c'est deux exemples de modèles. Et finalement, pour devenir séduisant, il y a deux questions à te poser. C'est un, quel est ton modèle à toi? C'est-à-dire, ça renvoie à la notion de source dont je parle souvent, c'est-à-dire quelle est ta source, qui tu es au fond de toi, finalement. Et ensuite, deuxième, quel type de nana tu veux? Un exemple que je prends souvent, c'était, je suis sorti plusieurs fois dans ma vie, j'étais en couple plusieurs fois, avec ce qu'on appelle des 10 sur 10. Par exemple, la dernière fois que j'ai fait ça, c'était en 2017, non, c'était en 2019, avec une Russe, 1m83, brune, un corps de fou furieux, gros sein, cul. La nana, elle allait à muscu 3 fois par semaine et tout. Sans rire, quand on marchait dans la rue, il y avait une personne sur deux qui se retournait, tu vois. C'était un truc de ouf. Mais ce type de nana ne me correspond pas parce qu'au quotidien, c'est un cauchemar. En fait, ce type de femme, quand tu vas les approcher, comme la plupart des mecs sont pas subtils, elles savent déjà si t'es attiré par elle ou pas. Et cette nana-là, elle me l'a dit bon pour moi. Une fois, elle m'a sorti une phrase, je me rappelle encore. Elle m'a dit, quand elle a dit, je sais que je peux avoir le mec que je veux. Ça lui donne une confiance en elle et une certitude absolue. Elle sait qu'elle peut avoir le mec qu'elle veut, tu vois. Et donc, du coup, quand tu arrives et que au niveau de ton langage corporel, de ta posture, elle sent que tu es déjà attiré, bah, tu es déjà mort, tu vois. Même si tu es millionnaire, même si tu as un beau physique, même si tu as un beau look, tout ce que tu veux, tu es déjà mort. C'est fini, tu vois. Et quand je l'ai rencontré, j'ai déroulé mon game à moi, qui est un petit peu arrogant, un petit peu directif, etc. Je suis quelqu'un naturellement d'assez polarisant, tu vois. Et en fait, ça a marché parce que ça, c'est mon game, c'est ma façon de gamer. Et en fait, ça la déstabilise, tu vois, parce qu'elle n'est pas habituée à ça. Ce dont elle est habituée, c'est ce que les mecs lui font des cadeaux gratuitement, lui accordent de l'attention gratuitement, lui disent oui à tout. Moi, j'étais quasiment le seul mec à lui dire non. Lui dire non, j'ai pas envie de ça. Non, j'ai pas envie d'aller à cet endroit. Non, machin. Juste le pouvoir du non, tu vois, avec ce type de femme, c'est fatal, tu vois. Et juste avec ça, dit, oula, tiens, je comprends pas. Ce mec-là, c'est différent, c'est pas comme d'habitude. Et là, du coup, t'as son intention, tu vois. Et ça, c'est vraiment la base de la base. Tu lis, par exemple,
le premier livre qui a existé dans la séduction qui s'appelle The Game, quand Neil Strauss raconte ses péripéties où il va aborder des nanas, c'est exactement ce qu'il fait. C'est quand il va aborder des bons qui sont habitués à avoir les mecs à leurs pieds. Et lui, il arrive en mode enchanté, ok, cool. C'est en mode tu t'en fous, tu vois. Et elles sont pas habituées à ça. Et quand tu fais ça, bah ça les travaille. Et donc du coup, à plusieurs reprises, je suis sorti avec ce type de nana. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand vous sortez à ce type de femme, il y a un prix à payer derrière, tu vois. Je te donne un exemple bête. Du moins, le truc qui me cassait les couilles. Mais par exemple, tu l'emmènes au restaurant. Bon, la nana va réfléchir pendant 10 minutes où est-ce qu'elle s'assied parce qu'elle va être à un endroit où elle va être remarquée. Tu vois. Elle va être à un endroit où elle va être visible. Ou par exemple, elle va te faire chier pendant une demi-heure pour prendre la photo. La photo d'elle au resto, parfaite, avec le bon éclairage, le bon plan, le machin. C'est tout le temps comme ça. Parce qu'évidemment, elle était active sur Instagram, tu vois. Et toute la journée, c'était ça. C'est-à-dire, en gros, tu deviens quelque part presque son manager, tu vois. C'est presque ça. Et en fait, au quotidien, c'est ça, tu vois. Le quotidien de la 10 sur 10, c'est ça. Et on est sortis 2 mois ensemble. À la fin, j'ai arrêté. Et elle a une réaction, ça m'a transpercé. Je pense que je devais être le seul mec qu'elle a connu dans sa vie à avoir arrêté une relation, tu vois. C'est à me demander, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe, machin ? Et après, elle a commencé à m'envoyer des vidéos où elle se filmait en train de caresser son cul, en mode ah tiens, si tu veux, ce soir, machin, tu vois. Elle m'a envoyé des vidéos comme ça. Et comme elle voyait que ça prenait pas, bah, à la fin, elle m'a insulté, elle m'a bloqué, tu vois, en mode non, mais de toute façon, j'ai déjà trouvé un autre mec, machin. Et puis hop, elle me bloque, tu vois. Et du coup, voilà, ce type de femme, moi, me correspond pas. Moi, je cherche plus une femme un peu plus équilibrée, pas une addict à Instagram, machin, tu vois. Donc, posez-vous cette question. Quel type de femme vous voulez ? Est-ce que vous voulez une 10 sur 10 pour flatter votre ego, pour avoir des compliments de l'entourage ? Parce que oui, c'est le cas. Quand vous êtes avec ce type de femme, vous avez énormément de compliments de votre entourage, mais est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez ? Pas forcément. En fait, pour en revenir à ces hommes-là, tu vois, qui courent après le mythe du digachad et qui cherchent justement à être le plus musclé possible, le plus riche possible pour attirer justement, je pense que c'est en réalité pour attirer ces femmes-là qui sont des 10 sur 10, qui sont chirurgie esthétique ou pas, peu importe, mais en tout cas, elles ont des physiques parfaits. Je pense qu'en réalité, ils tirent leur satisfaction de 2 choses. Premièrement, le contrôle, le fait de pouvoir contrôler leur environnement en ayant justement ces femmes-là qui sont des objets de puissance, parce que tous les hommes les désirent. Donc le fait de s'afficher avec ces nanas-là, c'est un moyen de dire « Regarde, petit enculé, toi, tu n'y auras jamais accès. Moi, j'y ai accès. T'es une merde, donc écoute-moi. » tu vois. Ouais. Et je pense que ces hommes-là, ils tirent pas leur jouissance de coucher avec ces femmes-là. Ils tirent leur jouissance de 2 choses. C'est l'autorité qu'ils vont pouvoir exercer sur les autres hommes, mais en même temps aussi l'autorité qu'ils exercent sur ces nanas-là qui, justement, mettent des râteaux à la plupart des hommes, quoi. Et d'ailleurs, en parlant du cul, si vous pensez que ces nanas sont des coups extraordinaires, vous êtes déçus. Hein. Pas du tout. C'est ce que j'ai expliqué plusieurs fois à mes clients, c'est en fait quand tu couches avec une 10 sur 10, t'as un peu l'impression de coucher avec un objet en verre. C'est-à-dire, faut pas le casser, faut pas y aller trop fort, faut être doux, faut machin. Tu peux pas faire ce que tu veux. C'est-à-dire, si tu t'imagines la bête sauvage, non. C'est pas avec ce type de là, c'est oublie. C'est pas du tout les meilleurs coups de ma vie. Et en général, d'ailleurs, les meilleurs coups de ta vie sont en général des femmes moyennes, on va dire, voire même un peu discrètes, qui en fait se lâchent beaucoup plus au lit. C'est ça. Et tiens, une anecdote dont je peux te parler, là, il y a une nana que je vois là, depuis 4 mois. La nana, c'est, voilà, tu la vois dans la rue, tous les mecs se retournent. C'est-à-dire, c'est blonde, yeux bleus. Elle est avocate, la meuf, tu vois. Des seins comme ça, elle va à la salle, tout pareil, très souvent, etc. Et elle me raconte, ça pareil, encore une fois, c'est un élément du game. Quand vous êtes en couple, ou plan cul ou machin avec une nana, le comportement de base des mecs qui ont aucun game, c'est la jalousie. C'est-à-dire en mode « Ah, t'es sorti hier soir, t'es là avec qui ?» etc. Et moi, je fais exactement l'inverse, et ça, c'est extrêmement puissant. C'est-à-dire la nana, je lui demande de me raconter dans le détail par qui elle s'est fait draguer, comment ça s'est fait, etc. Et je lui dis que ça m'excite. Je lui dis que ça me plaît de savoir qu'il y a des mecs qui sont allés draguer. Et je rajoute une couche, je lui dis moi, mon plaisir, c'est de te baiser en sachant qu'il y a 25 mecs qui ont essayé de te courtiser, il y en a aucun avec qui ça marchait, tu vois. Et elles sont pas habituées à ça. Quand tu fais ça, en fait, les nanas te disent explicitement qu'elles sont pas habituées, que machin.
Et ça leur donne encore plus envie, du coup, d'être féminine, etc. Et ça, c'est un élément qui solidifie ta relation, tu vois. Et du coup, pour revenir à cette nana-là, elle me racontait à chaque fois comment elle se faisait draguer, les mecs qui demandaient son Instagram, etc. Elle me montrait, t'avais des poids lourds, hein, franchement. C'était, la nana, elle allait dans des soirées un peu fancy avec des mecs, d'autres influenceurs et tout. Elle en a rencontré, hein, genre la caricature de l'influenceur, le mec bodybuildé comme ça, machin et tout. Mais elle en a plein, en fait, dans son entourage. Mais c'est pas ça qu'elle cherche, tu vois. Justement, une petite question que j'avais. Moi, j'ai ma petite théorie par rapport à ça. Je pense qu'en réalité, les femmes, en tout cas, on va parler après sans doute des femmes dans d'autres pays, mais en tout cas, en France, moi, de mon expérience que j'ai l'impression que la plupart des femmes cherchent surtout des profils rassurants pour établir des relations long terme, même s'il y en a qui cherchent aussi des relations court terme, mais en tout cas, elles cherchent plus des profils qui sont rassurants. Et généralement, des mecs qui ont trop de pouvoir, ont trop de plein de choses, c'est pas du tout rassurant parce que justement, plutôt que d'avoir les hommes justement qui vont essayer de capitaliser sur absolument tout, ils vont se dire voilà, plus j'ai de choses, plus ces nanas-là vont être attirées par moi. Or, c'est pas du tout ce que les nanas se disent. Elles se disent putain, il a trop de trucs, donc en fait, il doit avoir trop de nanas à ses pieds. Donc en fait, il va forcément me tromper ce mec-là, ou il va pas me respecter, il va faire de moi un objet. Donc en fait, c'est mort, je vais pas du tout avec ce mec-là, je vais plutôt aller voir un mec qui a un petit peu moins de valeur, parce que je sais qu'avec lui, au moins, je pourrais établir quelque chose sur le long terme, et je sais que lui, il me respectera. En tout cas, j'ai l'impression que c'est la tendance qui se dessine le plus en ce moment. Bah, je peux te partager une anecdote. Comme je le disais tout à l'heure, pendant 10 ans, j'étais ingénieur. Là, aujourd'hui, je suis entrepreneur, ça fait 3 ans maintenant, tu vois. Et quand je suis devenu entrepreneur, à un moment, je me suis dit, ouais, du coup, ça va être facile, parce que je suis chef d'entreprise, je gagne tant, je fais ci, je fais ça, etc. Et j'ai été surpris de voir, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le métier que j'ai, par rapport au métier d'ingénieur, crée énormément d'objections. Et je m'y attendais pas, je t'avoue que ça a été une vraie surprise, tu vois. Et en fait, c'est là que après, j'aurais discuté avec d'autres chefs d'entreprise, etc. Et en fait, non, avoir un plus haut statut social ou autre crée beaucoup d'objections. Et il y a beaucoup de femmes qui vont pas te faire confiance, en fait. Et même si tu veux juste coucher avec. Parce que la difficulté que j'ai eue après, c'est que comme j'étais chef d'entreprise, etc., et que j'ai augmenté mon niveau de vie, bah en fait, les nanas se disent ah ouais, mais toi, je sens que tu peux ramener une nana comme ça, donc je serais pas une de plus, tu vois. J'ai pas envie d'être une de plus dans le machin. Et du coup, ça la freine et elle peut se barrer juste à cause de ça, tu vois. Et ça, je m'y attendais pas. Et du coup, il a fallu que j'apprenne à comment répondre à cette objection en développant justement le côté un peu plus rassurant que tu montres pour montrer que voilà, t'es pas la caricature du chef d'entreprise qui voit 5 nanas à la fois, etc. Mais tu montres ce côté rassurant, mais c'est un truc que j'avais pas besoin de faire quand j'étais ingénieur, tu vois. J'étais ingénieur, je devais plus développer le côté polarisant, le côté game, et là j'ai plus besoin de développer le côté rassurant, tu vois, parce que ça crée d'autres objections derrière qui avant n'existaient pas, tu vois. La notoriété, on pourrait croire que c'est un levier, on va dire, pour accéder aux femmes. Or, pour le coup, moi, j'ai jamais eu d'opportunité avec ma notoriété sur les réseaux sociaux, alors que j'ai plein de potes à moi qui me disent ouais, pourquoi est-ce que tu n'utilises pas ça, pourquoi est-ce que je suis sûr que tu reçois des messages sur Instagram, il y a forcément des nanas qui te follow, qui t'envoient des messages, alors que pas du tout. Et je suis à peu près sûr que c'est parce que les nanas se disent ok, il doit avoir une armée de nanas dans ses DM, j'ai pas envie d'être une de plus, c'est mort. Donc en fait, jamais de la vie. Parce que pour la majorité des femmes, donc pour le gros 80%, un homme qui a de la valeur, c'est un homme qui peut faire ce qu'il veut avec toi. Donc en fait, je ne lui donnerai pas mon exclusivité, c'est hors de question. Et ce qui est encore plus pervers derrière tout ça, c'est que quand t'es plus jeune, tu crois que la notoriété, l'argent et tout ça, ça te permet d'avoir accès plus facilement aux femmes. Or, c'est pas du tout le cas. Parce que si moi, par exemple, j'utilise ma notoriété, on va dire, pour avoir accès aux femmes, derrière, ce qui peut probablement arriver, c'est déjà arrivé pour pas mal de stars, c'est des bad buzz, des nanas qui tentent... Il y avait eu ça avec Drake, je crois qu'il y avait une de ses ex qui avait troué la capote, et lui, il avait mis justement... du piment, ou je sais pas c'était quoi l'histoire, mais des trucs très très hardcore vraiment pour essayer de fidéliser l'homme. Et en fait, tu te rends compte que quand tu commences à avoir un peu de pouvoir, séduire, ça devient justement un calvaire. Parce que tu dois préserver ton image. Les nanas te font de moins en moins confiance alors qu'il n'y a vraiment aucune raison. Et tu dois en faire 3 fois plus justement pour arriver à ces choses-là. Et c'est là où tu en arrives à des hommes riches et célèbres qui finissent par se mettre en couple
soit avec des femmes qui sont déjà riches et célèbres, ou alors aller aux putes, parce que c'est un gain de temps et d'énergie. Tu dis, aller draguer une fille moyenne, ça me coûte du temps, de l'énergie, et en plus de ça, c'est possibilité de me manger derrière une sauce ou des articles dans je ne sais quel journaux. Dans ce cas-là, autant aller voir des escortes, ce sera un gain de temps, d'énergie, j'ai juste à poser l'argent, fin de l'histoire. Et si j'ai envie d'avoir une relation amoureuse, ce sera dans ce cas-là avec une star de mon acabit, comme ça en plus on pourra jouer sur ce levier-là d'un point de vue médiatique. Donc en réalité, avoir de l'argent et de l'influence, c'est un calvaire pour séduire. C'est pas du tout un avantage compétitif. Je vais même te dire, si tu montres de manière ostentatoire tes possessions matérielles, ton argent, quel type de femme tu crois que tu vas attirer? J'en ai vu à qui c'est arrivé, j'ai des clients à qui c'est arrivé, qui sont venus voir après parce que les mecs se faisaient littéralement détrousser par des nanas qui en fait se mettaient avec eux que pour ça, et sinon restaient pas. Donc derrière c'est une question, on en revient à la question que j'ai posée tout à l'heure, c'est-à-dire quel type de femme vous voulez attirer? Ouais. Si vous voulez attirer des putes ou des michetots, ouais, monte ton argent de manière ostentatoire, vas-y, va acheter des Rolex, roule en Lambo, machin. Ouais, tu peux. Mais est-ce que le type de nana que tu vas attirer te correspond? Je pense pas, tu vois. Donc voilà, il faut toujours se poser cette question. Qui tu vas attirer dans ta vie? Quelle est ta vision du couple? Parce qu'à la fin, même si on a envie de s'amuser, on a tous envie de se mettre en couple avec, entre guillemets, la femme de notre vie. Et c'est une vraie question à te poser, tu vois. Et en général, voilà, quand t'as pas de résultat, que t'es frustré, tu te dis, voilà, je vais avoir le statut social, l'argent, etc. Sauf qu'en fait, tu vas te prendre une giga claque dans la gueule parce qu'en fait, les nanas que tu vas attirer, c'est pas du tout celles que tu voulais, tu vois. C'est et les nanas les plus intéressantes. Moi, ce que j'aime, c'est les nanas un peu cultivées, intelligentes, plutôt introverties, élégantes, sexy, etc. Ce type de nana-là, si je m'amuse à être ostentatoire, ça marche pas du tout. Elles vont se dire, mais t'es superficiel, mec. C'est ça qu'elles vont se dire. Donc ouais, ça marche pas du tout, tu vois. Et moi aujourd'hui, les superstars dont tu parlais, moi j'ai pas envie d'être à leur place, clairement. C'est-à-dire les mecs, t'imagines, t'es constamment approché par des nanas qui sont là que parce que par rapport à ta notoriété ou par rapport à ton statut social ou ton argent et non pas par rapport à qui tu es. Putain, ça doit être dur. Ces mecs-là, ils doivent avoir toutes les peines du monde à filtrer, justement, tu vois. Donc ouais, après, ça, c'est vraiment le level superstar, tu vois, quand t'es ultra connu, etc. Mais quand t'es une personne normale, t'as d'autres soucis, tu vois. J'en profite justement pour revenir à une autre question que j'avais oublié de te poser tout à l'heure. Toi, tu as traversé quand même t'as eu une belle évolution. Mais je pense que, comme tu l'as si bien identifié juste avant, je pense que c'est cette quête, on va dire, de puissance, du mythe du giga chad, elle vient quand même d'une frustration première, qui est la misère sexuelle. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu avec tes propres mots? Est-ce que c'est une chose que tu as traversée toi dans ta vie? Et comment est-ce que tu as réussi à résoudre ça petit à petit? Effectivement, ça part d'une frustration, c'est-à-dire quand tu es frustré, tu veux aller à l'extrême opposé. Voilà, en gros, le giga chat, c'est quoi? C'est l'opposé en séduction, on appelle ça AFC. AFC, ça veut dire Average Frustrated Chump. Donc, ça veut dire mec frustré moyen, tu vois. Et le giga chat, c'est l'opposé complet. Et ça, c'est un comportement humain normal. C'est-à-dire, voilà, tu as une situation, tu es frustré, tu vas aller à l'opposé. Parce que tu te dis, je vais aller à l'opposé, j'aurai des résultats. Et ça, c'est ce que tu dis quand tu es dans une situation où tu n'as aucune expérience, où tu connais pas le sujet. C'est la séduction, finalement, tu sais pas ce que c'est. Et donc, du coup, tu te réfères à un référentiel masculin. C'est-à-dire, le giga-chat, le concept, c'est un concept créé par des mecs. Mais créé par des mecs frustrés, tu vois. Donc, explique-moi la crédibilité d'un modèle conçu par un collectif de mecs frustrés, tu vois. Ça marche pas. Et déjà, en 2008, quand j'étais sur des forums de séduction, c'était exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu rencontres les mecs, moi, je me suis très, très vite désintoxiqué de ça, parce que ça c'est... moi, je considère que c'est quelque chose qui est pas peut-être même toxique. Pourquoi? Parce que tu vas tendre vers un modèle qui, finalement, ne t'amènera aucun résultat. C'est-à-dire, ouais, tu vas à la salle, tu fais ça, machin, ok, mais en termes de résultats, t'en as pas. Tu t'imagines que les nanas vont venir vers toi sans rien faire, ça marche pas. Ou alors, celles qui le font, c'est pas celles que tu veux, c'est un peu les profiteuses, michto, etc. Et
moi, j'ai pas vraiment eu ce problème parce que quand je suis arrivé dans la communauté, j'ai très très vite rencontré des mecs qui avaient un physique très banal et qui avaient des résultats extraordinaires. Donc, j'ai vu que c'était possible. J'ai vu que c'était pas une question de physique, j'ai vu que c'était une question de game. Finalement, on en revient au game. Je les ai vus faire. J'ai compris pourquoi ça marchait. Et là, j'ai dit, ok, on oublie les trucs muscu, machin, et on travaille le fondamental qui est le game, tu vois. Et il y a peut-être des personnes qui vont regarder ces vidéos, qui vont avoir du mal à croire, qui vont dire, ouais, mais sans le physique, tu peux rien faire, etc. Je peux comprendre cette objection-là. Et cette objection-là, elle explose uniquement quand tu vois le contre-exemple dans la vraie vie. C'est-à-dire quand tu vois des mecs, ouais, même des fois, j'ai déjà vu des mecs qui sont obèses ou quoi, avoir des gros résultats en séduction. Et quand tu les vois faire, et que tu vois que c'est des mecs comme toi, cette objection ne tient plus. Parce que tu as un contre-exemple qui te montre que c'est vrai, tu vois. Donc tu peux pas dire que, ouais, il faut être musclé, machin. Puisque tu vois un mec qui ne l'est pas, qui est même l'opposé, et qui le fait devant toi. Et quand tu le vois faire, en fait, tu comprends que c'est du game, c'est-à-dire c'est de sexualiser dès les premières secondes, c'est de capter l'intention d'une nana, ou quand tu vas aborder un groupe de femmes, c'est ta capacité à créer une dynamique de groupe, tu vois. C'est ça qui compte, en vrai, tu vois. Et ces mecs-là ont appris à le faire, et c'est grâce à ça qu'ils ont des résultats. Surtout même pour revenir à la musculation, moi qui en fais, tu vois, moi je le fais surtout pour des raisons liées à mon image, tu vois, et pour pas être gros ou être trop skinny. Mais la réalité de la vie, c'est que les nanas, quand t'as un bon physique, elles vont regarder ça 2 secondes, elles vont se dire ah ok putain, il est bien foutu, puis elles passent vite à autre chose, elles ont absolument rien à foutre. Et puis même pour revenir, ouais c'est ça, c'est point. Et en plus pour aller encore plus loin, les mecs qui font de la muscu, j'ai jamais vu des mecs aussi frustrés sexuellement que les go muscu acharnés. Alors je parle pas des bodybuilders, hein, je parle vraiment du pratiquant acharné qui fait de la musculation juste pour les nanas, Ouais. et qui s'envoie à base de 6 séances par semaine juste pour avoir les plus belles photos qu'il peut avoir et avoir son six-pack pour l'été. Je parle pas du pratiquant de bodybuilding qui lui a une pratique professionnelle, c'est un sportif très respectable, gros respect au bodybuilding, d'ailleurs il y en a certains en France que je respecte énormément. Mais en tout cas, ouais, les pratiquants en musculation, il suffit d'aller voir dans une salle de musculation. Dès qu'il y a une nana qui passe en legging, les mecs ils se retournent tous, ils la regardent. Et ils sont en mode chacal. Et dès que tu parles à une nana en salle de musculation, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'en salle de musculation, tu as des parties pour les femmes qui ont été ouvertes. C'est parce que c'est une horreur, en fait, et elles le savent. Il y a que des dalleux, en fait, en salle de musculation. Et la plupart ne baissent pas, en fait. Ils baissent pas parce qu'ils sont pas à l'aise avec les nanas, ils savent pas les aborder. Du coup, ils se disent, bon, bah, je vais être le plus musclé possible pour attirer l'attention. Et peut-être qu'il y en a une qui va venir me voir. Sauf que non, en fait, vous travaillez sur un levier qui ne va pas vous apporter de la sexualité et de l'amour. C'est ça. En fait, c'est le mythe de te dire, voilà, si j'ai un beau physique, je suis exempté de l'effort. C'est-à-dire, j'attire les nanas sans rien faire, elles viennent vers moi, c'est gagné d'avance et tout s'enchaîne. Ça se passe pas comme ça, je suis désolé. Et le parcours, je l'ai fait. C'est-à-dire, quand j'ai commencé, je faisais 35 kilos de moins qu'aujourd'hui. Donc, je suis passé de anorexique à dessiné aujourd'hui, musclé. La différence, je la vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est un bonus. C'est-à-dire c'est un bonus au tout début dans la phase d'attraction. C'est-à-dire la nana va voir que t'es bien décidé, va se dire ah ouais, intéressant. Mais ça s'arrête là. Parce que déjà, des mecs qui ont un beau physique, il y en a, t'es pas le seul. Et c'est pas ça qu'elle recherche. Ce qu'elle cherche, c'est le charme, c'est le mec qui va être capable de créer de l'émotion. Parce que les femmes, contrairement aux mecs, ce qu'il faut bien comprendre, les mecs ont du mal à comprendre ça, c'est que les femmes réagissent à l'émotion. C'est pour ça qu'il y a des femmes, vous les rencontrez, qu'elles vous disent « je couche pas le premier soir », et 2 heures après, vous couchez avec, et après, elles vous disent « ah ben on n'a qu'une vie ». Alors que 2 heures avant, elles vous a dit l'opposé. Ou c'est pour ça qu'elles vous disent « ah moi mon type de mec c'est un brun machin », et qu'en fait, elle sort avec un roux avec des lunettes. Parce que c'est ces mecs-là qui ont su créer de l'émotion, tu vois. Et les nanas adaptent ce qu'elles font par rapport à ça, tu vois. C'est dur parce que quand tu sors d'une école d'ingé où tu as un profil très rationnel, c'est dur quand même de décoder les codes de la séduction parce que il faut justement pas réfléchir et essayer d'imposer, comme tu dis, un langage émotionnel, ce qui est pas du tout naturel pour les hommes. Est-ce que tu aurais justement des conseils à donner pour les mecs qui sont dans ce cas de figure, qui comprennent absolument rien au game, on va dire, en séduction, et qui pourraient justement mettre en pratique certaines choses pour s'améliorer de ce point de vue-là? Ouais. Quand tu es en physique avec la nana, ça passe déjà beaucoup par la voix, les intonations. C'est avec ça que
tu fais varier ton taux de voix pour j'appelle ça créer un voyage, tu vois, pour créer un voyage émotionnel avec la nana. Par exemple, une technique qui marche bien, c'est de faire du storytelling. Tu racontes, par exemple, je sais pas, ton dernier voyage, je sais pas, en Espagne, par exemple. Tu vois, le dire, on était avec des mecs, on est à la plage et c'était cool. Chiant. Ça, c'est descriptif ingénieur. Nous étions un groupe de 4 personnes, nous allions à la plage qui faisait 300 mètres de long. On s'en fout, ça, tu vois. Tu racontes le lever de soleil le matin. Tu dis, mon moment préféré, c'est que je me suis levé. Qu'est-ce que j'avais devant moi? Le soleil qui sort de l'eau, qui est tout orange. Et regarde, je vais te montrer les photos. Puis là, tu lui montres la photo et tu lui dis, ce moment-là, je pensais à rien. Je regardais le soleil et j'étais heureux. J'étais heureux de profiter du moment présent, de regarder le soleil qui se lève avec la mer en face. Tu commences à lui raconter comme ça avec du langage émotionnel. Après, autre astuce, c'est de placer des mots émotionnels, par exemple chaud, froid, délicieux, savoureux, exceptionnel, pulsation, etc., etc. Tu vois. Tu sors des mots qui ont un impact émotionnel, ça crée de l'émotion, tu vois. Ou un autre exemple de technique, par exemple, sur les sites de rencontres, il y a beaucoup de mecs, quand ils commencent une conversation, ils disent « Ah, salut, ça va, tu fais quoi dans la vie machin ». Une technique que j'aime bien utiliser, c'est la technique du « et si ». Et si quelque chose. Et si on devait aller tous les deux dans un pays avant de se marier, ce serait lequel? Et si tu devais aller faire un dernier repas sur Terre, ce serait quoi? Est-ce que ce serait la bouffe italienne? Est-ce que ce serait la mozzarella? Est-ce que ce serait des pâtes? Tu vois, tu décris le truc, tu dis et si, et si. Et quand tu fais ça, quand tu dis la technique du et si, en fait, tu fais travailler l'imaginaire. C'est-à-dire que la nana, quand tu demandes et si, elle va réfléchir dedans, elle va s'imaginer des choses. Du coup, tu rentres dans une frame dite créative, émotionnelle. Et puis à partir de là, tu rentres dedans. Voilà. Au lieu de poser des questions de merde, genre tu fais quoi dans la vie, machin. Tout le monde s'en fout. Ça, c'est un truc, je dis souvent à mes clients, il y en a, ils ont du mal à y croire. J'ai déjà couché avec des nanas, je connaissais même pas leur prénom. Je leur ai même pas dit le mien. Je connaissais pas leur âge. Je savais pas ce qu'elles faisaient dans la vie. C'est parce qu'en fait, à aucun moment, j'ai posé ces questions. C'est juste, je suis allé sur d'autres sujets. Et ça surprend quand on l'a jamais fait. En fait, les nanas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles veulent vivre des émotions, elles veulent vivre des bons moments. Elles ont pas envie de lire un CV, tu vois. Et l'erreur des mecs, souvent, c'est... ouais, parce qu'ils savent pas quoi dire. Donc ils se disent, comme je sais pas quoi dire, je vais décrire ce que je fais, etc. Mais en fait, c'est encore pire. Parce que tu crées une discussion chiante. Et un conseil que je donne souvent, c'est par exemple, là où beaucoup de mecs ont du mal, c'est par rapport à la friendzone, tu vois, c'est la Casami. Comment ne pas rentrer en friendzone? Une solution qui marche très bien, c'est de créer la sexualisation dès le départ, immédiatement. Et ça peut commencer par un simple, par exemple, imaginons que tu as un date Tinder, tu fais la bise à la nana, tu fais une bise appuyée, tu vois, tu touches délicatement comme ça, tu la regardes, par exemple, tu lui fais remarquer qu'elle a mis des talons, tu as dit j'adore tes talons, c'est très sexy, j'apprécie beaucoup que tu aies mis des talons ce soir. Et là, elle fait merci, et ça commence comme ça. Les compliments bien faits. C'est-à-dire les compliments genre t'es bonne, t'es charmante, ça c'est vu et revu, ça marche pas, tu vois. Ce qui marche bien, c'est de faire remarquer un détail dans la tenue de la nana, tu vois. Le collier qu'elle porte, le bracelet ou même les talons, tu vois. Pourquoi? Parce que les nanas sont beaucoup plus calées que les mecs au niveau de la mode et beaucoup de mecs le savent pas, mais les nanas, ça brainstorm pendant des heures au niveau de la tenue qu'elles vont mettre, tu vois. Je sais pas, avant d'aller à un rendez-vous, une nana qui est un minimum intéressée, elle va se creuser un peu la tête sur la tenue qu'elle met le soir. Elle va pas y aller à la All-Again, tu vois. Ou alors si elle le fait, c'est qu'elle n'est pas intéressée. Mais sinon, elle va s'apprêter, tu vois. Et les détails de l'apprêtement, c'est-à-dire être attentif à ces détails, ça montre que tu as du goût, ça montre que tu l'apprécies, et du coup, ça te démarque des autres. Parce que les autres mecs, encore une fois, non, ils le font pas. La plupart, c'est t'es charmante, ou alors c'est des trucs qui veulent absolument rien dire. Par contre, quand tu fais remarquer un détail et que tu l'apprécies, là, ça leur fait plaisir, tu vois. Là, elles kiffent. Et là, tu changes de catégorie. Tu passes du mec qui est comme tout le monde, où la nana va se dire, ouais, putain, un mec de plus. Encore un semblable à des milliers d'autres que j'ai rencontrés dans ma vie, à un mec qui m'a dit quelque chose de différent. Et juste avec ça, tu retiens son attention et c'est tout ce dont tu as besoin pour passer à la suite, tu vois. La séduction, c'est pas caser tout ce qu'il faut caser en 10 secondes, tu vois.
C'est au début, la phase d'attraction, le but, c'est juste de donner envie à la nana de s'intéresser un minimum à toi et de t'accorder de l'attention. Chose que faisait Alban, par exemple, quand on en parlait. Au début, les nanas étaient un peu en mode c'est qui ce mec? Mais en fait, au début, quand il approchait, son but, c'était juste de capter l'attention pour faire rester la nana plus de 30 secondes, une minute, tu vois. Déjà, tu la fais rester plus de 30 secondes, c'est bon. Parce que derrière, tu peux placer tes autres options petit à petit, ce qui fait que tu vas passer du mec, ouais, je sais pas qui c'est, machin, à un mec intéressant. Et là, c'est bon, tu vois. Dernier sujet, ou peut-être qu'il y en aura d'autres qui seront subsidiaires. Sujet qui fait quand même beaucoup polémique, et toi, c'est ton placement. C'est pour ça que je t'ai invité sur la chaîne, parce qu'il y a peu de coachs en séduction qui font la promotion de Tinder et des sites de rencontres. La plupart critiquent les sites de rencontres avec des arguments qui sont tout à fait légitimes. Toi, justement, tu as fait le pas inverse. C'est-à-dire que tu t'es dit, bah non, en fait, je vais faire la promotion des sites de rencontres déjà premièrement parce que tu y crois et que tu vois que ça marche, tu as des résultats. Et deuxièmement, parce que tu penses que c'est beaucoup plus stratégique pour les années à venir. Et du coup, je te laisse développer et expliquer un petit peu ton point de vue sur les sites de rencontres. Est-ce que pour toi, c'est fondamentalement bon, mauvais? Explique-nous ton point de vue. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les applis de rencontre, c'est juste un outil. C'est-à-dire, en fait, quand il y a beaucoup de mecs qui n'ont pas de résultats sur les applications de rencontre, le problème, c'est pas l'outil, tu vois. L'outil, ce n'est qu'un outil qui connecte des humains entre eux, tu vois. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi tu n'as pas de résultats. Je vais y revenir après. Moi, comme je t'ai dit, j'ai démarré en 2008, donc j'ai connu l'époque d'avant les applications de rencontre. J'ai connu l'époque où, quand tu devais rencontrer une nana, tu étais obligé d'aller dans la rue en soirée. Tu n'avais pas d'autre moyen de rencontre, tu vois. Parce que quand tu rentres sur les communautés de séduction, tu exclus tous les rencontres type cercle social, parce que tu n'en as pas, tout simplement. Les rencontres en, club de sport ou cours de salsa, machin, parce qu'en général, tu y vas et en fait, tu n'as pas le courage, donc il ne se passe rien. Donc, on exclut tout ça. On exclut le travail également. D'ailleurs, je dis souvent à mes clients, surtout en ce moment, ne vous amusez pas à essayer de séduire une nana au travail, c'est dangereux. Pensez à votre carrière d'abord. Je dis pas que ça marche pas, ça peut marcher. Mais pour moi, les risques sont trop importants. Voilà. Parce que ça peut bien se passer au début. Imaginons que tu sors avec une collègue de bureau, ça dure 2 mois. Et je sais pas, tu as envie d'arrêter la relation. Tu vas arrêter. Qu'est-ce qui va se passer après? Si elle n'est pas d'accord, si elle est amoureuse de toi, qu'est-ce qui va se passer? Elle va te mettre des bâtons dans la roue et ça va être chaud pour toi. C'est ça qui va se passer. Donc, de travail, je déconseille. Donc ensuite, qu'est-ce qui reste? En fait, il restait que drague de rue et drague de soirée. Donc en fait, quand j'ai commencé le game, je sais pas ce que je voulais faire parce que moi, ça me pétait les couilles d'aller aborder dans la rue des gens qui m'ont rien demandé, tu vois. Mais j'étais obligé. Donc j'y suis allé. Donc au départ, drague de rue, puis ensuite, j'ai vite compris tous les inconvénients qu'il y a à drague de rue. Là, je peux en parler maintenant. Drague de rue, pourquoi c'est pas du tout efficace? Parce que déjà, tu te prends une majorité de rejets. Et surtout, c'est épuisant. C'est épuisant moralement, physiquement, parce qu'il faut aller dehors, il faut te confronter aux rejets, il faut prendre des rejets, il faut les encaisser, il faut recommencer. Et quand tu es tout seul, c'est encore plus difficile que quand tu es avec des wingmen, des potes, tu vois. Bon, déjà, si tu veux faire la drague de rue avec tes potes, ils sont dispo en général que le samedi, donc tu peux le faire 15 jours par semaine. Le reste du temps, tu es tout seul. Va trouver le courage de le faire tout seul, tu vois. Et tout le monde regarde des vidéos genre comment aborder dans la rue, machin. Les seules personnes que j'ai connues dans ma vie qui ont fait de la drague de rue pendant plus de, allez, on va dire 3 mois, ces mecs sont devenus coachs, tu vois. Tous les autres, ils arrêtent avant. Pourquoi? Et je les comprends, ils ont raison. C'est tellement d'inconvénients pour un faible résultat qu'en fait, tu dis, pourquoi je vais continuer de passer mes samedis, mes semaines à aborder des nanas dans la rue, etc. Et c'est extrêmement chronophage, tu vois. Donc moi, j'ai vite compris que, de mon point de vue, en tout cas, ça engage commun. Moi, je trouvais ça débile quand tu vas passer les samedis après-midi à faire ça. Donc, du coup, moi, c'est surtout drague en soirée, donc bar, boîte, où je me suis spécialisé dans ces années-là. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Et puis ensuite est apparu Tinder et puis ensuite Instagram. Et pour moi, ça a été une révolution. Pourquoi? Parce que pour la première fois de ta vie, tu accèdes à un moyen de rencontre avec un effet de levier. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu te rends compte, nos grands-parents, ils n'avaient pas ça. Depuis ton téléphone, tu as accès à des centaines de milliers, des millions de femmes, juste avec ton téléphone. Tu peux discuter avec des dizaines de nanas en même temps. Et si tu as bien conçu ton profil et ton profil Instagram, tu peux avoir un date très très rapidement.
J'ai des clients qui ont eu des dates en 2 messages, par exemple. Et c'est des mecs normaux, encore une fois. Parce que là, je sais qu'il y a des mecs qui vont dire « Ah ouais, lui, c'était beau gosse, machin ». Non, c'est des mecs normaux. Et ça passe par la valorisation de ton profil, par l'utilisation des leviers, justement, que j'enseigne aux personnes qui sont chez nous. Et les applications de rencontre permettent cela. Tout en étant beaucoup moins énergivore. Tu as l'effet de levier. Tu peux utiliser n'importe où. C'est mondial. Tu vas aux États-Unis, tu vas en Pologne, tu vas en Espagne, tu vas en Chine. Tinder, ça existe. Tu peux t'en servir n'importe où. Tu peux t'en servir n'importe quand. C'est-à-dire tu peux discuter avec des nanas à 8h du matin, à midi, quand tu fais caca à 2h, avant de dormir, quand tu regardes une série Netflix, quand tu es au McDo. Tu peux t'en servir à l'heure de ton choix. Et aucun autre moyen de rencontre ne permet cela, tu vois. Objection, parce qu'autour de Tinder, il y en a énormément. Première objection, c'est de te dire que cette application, elle a été conçue comme tout réseau social par des ingénieurs qui ont designé les machines du casino. Et c'est un attrape-couillon pour attirer les hommes, parce que c'est les nanas en fait qui ont le contrôle, on va dire, sur ce game-là. C'est elles qui matchent avec la majorité des mecs. Et il n'y a qu'une minorité d'hommes extrêmement beaux, extrêmement attractifs, extrêmement photogéniques qui arrivent à leur fin sur les sites de rencontres. Du coup, pour la majorité des gens, ils y perdent du temps, de l'énergie, voire même de l'argent, parce qu'ils n'auront aucun résultat. Est-ce que tu as à répondre à cette objection-là qui est quand même vachement solide? Oui, parce que je l'ai eu au début aussi. Donc, au début, je crois que c'est en 2014 la première fois que je me suis inscrit sur Tinder. Au début, ça marchait pas non plus pour moi. Mais j'ai compris que ce moyen de rencontre, ça allait complètement révolutionner les modes de rencontre, et du coup j'ai creusé, tu vois. J'aime pas rester sur un échec, tu vois. Donc au début ça marchait pas, je comprends pas et tout, et puis j'ai creusé, et c'est comme ça petit à petit, justement, par incrémentation. Ça s'est pas fait en une semaine, hein, ça s'est fait à force d'expérimentation. J'ai fait ça pendant des années, et à la fin j'ai compris justement qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. C'est à la base de cette expérimentation que j'ai créé justement des méthodes justement pour avoir des résultats sur les applications de rencontre. Ça évite de faire les 7 années d'expérimentation que moi j'ai fait pour avoir le résultat directement aujourd'hui. Première chose. Deuxième chose, le fonctionnement de Tinder est pas différent d'un autre mode de rencontre. C'est-à-dire que quand t'as pas les codes et que tu sais pas t'y prendre, t'as pas de résultat. Tu regardes par exemple le game comme je faisais en boîte de nuit. Boîte de nuit, c'est quoi? C'est quasiment tous les mecs qui vont pour choper. Il y en a combien qui chopent? Il y a 2-3% qui chopent. Et ceux qui chopent, c'est, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas les plus beaux gosses. Non, c'est les mecs qui vont au charbon, tu vois. C'est les mecs qui y vont. Voilà, pas forcément les extravertis, mais les mecs qui savent faire, tu vois. Les mecs qui ont les codes du milieu de la nuit. Les bars, c'est pareil. Là, le bar, c'est plus... les bars, je dis souvent que c'est un mini-environnement social. Et faire des rencontres en bar, pour y arriver, il faut développer des compétences sociales. C'est-à-dire ta capacité à leader un groupe, parce que les nanas sortent jamais seules, tu vois. Elles sortent toujours en groupe de 2, 3, 4 personnes. Et il faut développer ça. Alors qu'en boîte de nuit, t'as pas besoin. En boîte de nuit, j'arrivais à choper des nanas sans dire un mot, parce que tu vas sur le dance floor, la musique est trop forte. Donc au contraire, faut pas parler, tu vois. Tu fais tout par le langage corporel, tu vois. Et ce que tu apprends en boîte de nuit, le code du langage corporel te sert beaucoup moins en bar, parce que en bar, c'est plus la compétence sociale qui va te servir, tu vois. Et la drague de rue, c'est pareil. Il y a combien de mecs qui ont des résultats en drague de rue? La grande majorité n'ont pas de résultats. Bon, déjà parce que c'est difficile, mais aussi parce que ça fait appel à des codes bien particuliers, tu vois. Et les applications de rencontre, c'est pareil. C'est-à-dire que si t'as pas les codes, t'as pas de résultats. D'autant qu'en plus de ça, la difficulté supplémentaire qu'il y a sur Tinder, c'est l'algorithme, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, Tinder, c'est une entreprise. Ils sont là pour faire du pognon. On peut pas leur reprocher, hein, c'est le principe du capitalisme. Ils sont là pour faire du pognon. Mais ils ont compris que il faut quand même que l'application marche, parce que si elle marche pas, les gens vont pas l'utiliser. Ils sont pas cons. C'est les mecs si c'est une application qui marchait pas, déjà, parce que tu crois que je m'en servirais, je m'en sers depuis 2014-2015, je continue à m'en servir aujourd'hui. T'inquiète pas que des fois ça m'arrive d'être con, mais si ça marchait pas, j'aurais changé de méthode, tu vois. Pareil pour mes clients, si ça marchait pas, j'aurais que des clients qui me diraient ouais, ça marche pas, machin. Donc, les mecs qui ont fait cette application, ils ont compris qu'il faut quand même que ça marche un peu, tu vois. Sinon, les mecs ne s'inscrivent pas. Et c'est pour ça qu'ils ont créé un algorithme. Et le but de l'algorithme, justement, c'est de polariser à mort pour qu'il y ait une masse de mecs qui n'ont pas de résultats et une petite minorité qui ont des résultats, pour forcer les mecs qui n'ont pas de résultats à prendre des abonnements, etc. Et le problème, c'est que tu peux prendre des abonnements si tu veux, ça va te favoriser au niveau de l'algorithme.
Mais si tu as un profil de merde, tu n'auras pas plus de résultats non plus, tu vois. Donc en fait, il faut travailler les deux, c'est-à-dire il faut comprendre le fonctionnement de l'algorithme pour passer au travers et être favorisé par Tinder et par les autres applications de rencontres. Et une fois que tu as compris ça, créer un profil qui te démarque des autres mecs. Et beaucoup de mecs ne savent pas le faire. Et à chaque fois que je rencontre une nana, j'aime bien m'amuser à me dire « Ah tiens, tu discutes avec combien de mecs sur Tinder ? Tiens, montre-moi un peu les mecs, etc. » Franchement, 95% des mecs, le niveau, il est à chier. Je suis désolé de le dire, quoi. C'est déjà combien de mecs qui sont là en mode selfie comme ça, en mode comme ça. Non, ça marche pas. Les nanas ont 10 ans d'avance sur les mecs sur ça. C'est-à-dire que les nanas, elles ont compris ce qui marche en termes de photos et elles usent de ces codes-là. Et les mecs qui n'ont pas de résultats, c'est pas parce qu'ils sont moches ou qu'ils n'ont pas de statut social ou quoi, c'est parce qu'en fait, ils ne maîtrisent pas ces codes-là. Et donc, du coup, ils ont un profil qui est identique à tous les autres mecs qui n'ont pas donc compris ces codes-là. Et pour avoir des résultats, c'est simple. Il faut apprendre le code, il faut comprendre comment ça marche. Et ensuite, tu adaptes ton profil par rapport à ça. Là, c'est magique, tu as des résultats. Instagram, ça fonctionne de la même façon aussi. Moi, je donnais mon avis sur ça. Je trouve cet argument nul. Enfin, l'objection que je t'ai formulée, j'ai joué volontairement l'avocat du diable, mais je la trouve vraiment nulle à chier. Et pour moi, elle découle, on va dire, d'une mentalité qui est typiquement française, hein, qui est très socialiste, très égalitariste. C'est de penser, en fait, que tout le monde aura accès à la sexualité et à l'attention des femmes. En fait, peu importe, je vais même faire des analogies, par exemple, avec l'entrepreneuriat. Je crois que sur 100% des boîtes qui sont créées chaque année en France, t'en as une grosse majorité ou un gros 80% qui ferment au bout de la première année. Et au bout du bout, les multinationales, c'est quoi ? C'est 0,00001% des entreprises qui ont été créées dans le monde. Tu prends n'importe quel domaine, tu vas à la fac même, on prend un milieu qui est très universaliste, très inclusif, qui est remboursé par l'État, tu vas à la fac, je crois que les stats, au bout de la 3e année, au bout de la fin de la licence, t'as, à mon avis, j'ai pas les chiffres en tête, mais ça doit être un truc comme 10%, 20%, 30% qui sont allés jusqu'au bout de la licence et 70% qui ont abandonné. En fait, il y a un truc qui s'appelle la vie réelle, ça s'appelle la sélection. Et en fait, peu importe ce que vous allez entreprendre dans votre vie, peu importe le milieu dans lequel vous allez être, vous allez vous faire sélectionner. Il y a une barrière à l'entrée, y compris en sélection, y compris sur Tinder. Donc en fait, oui, Tinder profite à une minorité d'hommes, mais elle profite à une minorité d'hommes qui ont compris justement les codes des applications de rencontre et qui ont appris et qui ont mis aussi leur ego de côté. Parce que ça, moi aussi, c'est une différence que je vois. Déjà, plus je vieillis, plus je l'applique à moi-même, mais c'est un truc que je constate avec les jeunes, parce que j'étais aussi comme ça quand j'étais plus jeune. La vraie différence entre les gens qui réussissent, peu importe le domaine, et les gens qui ne réussissent pas, c'est la maîtrise de l'ego et de la psychologie. T'en as beaucoup, ils se disent « Ok », ils remettent en question en fait l'autorité, le fait que tu veuilles leur enseigner les choses. C'est « T'es qui, fils de pute, pour m'enseigner quoi que ce soit ?» Pourquoi est-ce que tu vas me donner des conseils, fils de pute ? Mais en fait, quand quelqu'un te donne des conseils, outre l'intérêt qui peut être pécunier ou peut-être autre, qui est sans doute réel, il y a en réalité une expertise et une volonté de te donner une expérience de vie. En fait, quand tu achètes l'enseignement de quelqu'un, tu achètes son temps, tu achètes son expérience. Et en réalité, acheter l'expérience d'une personne qui maîtrise les codes d'un domaine où tu as envie de réussir, c'est un gain de temps qui est considérable. Si demain, j'ai envie d'apprendre l'investissement, je serais très content de payer même des dizaines, des centaines de milliers, des millions d'euros pour avoir un face-to-face avec Warren Buffett, par exemple. Et je vais pas me dire, ouais, mais en fait, c'est qui ce fils de pute pour me donner des conseils en investissement ? Et je pense qu'il y a un gros problème avec ça, c'est que les gens ne veulent pas comprendre le fait que, bah oui, en fait, il y a que très peu d'hommes qui réussissent à matcher sur Tinder, mais en fait, c'est parce qu'ils ont fait le boulot pour. Ils ont fait le boulot pour, et en fait, peu importe le secteur où vous allez vous investir, il n'y a qu'une minorité d'hommes qui réussissent. La musculation, c'est pareil. Combien arrivent à avoir un physique très satisfaisant avec une bonne masse musculaire et un bon niveau de sèche, un bon rapport entre les deux ? Mais une minorité. La grosse majorité des pratiquants en musculation, soit ils restent skinny parce qu'ils ont du mal à faire une bonne prise de masse, ou alors ils finissent skinny, ils finissent musclés mais très fat parce qu'ils ont un problème avec la nourriture et ils ne savent pas sécher. En réalité, il n'y a qu'une minorité qui finit par arriver au goal ultime. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont fait les efforts pour, ils ont travaillé, ils ont pris le temps pour, et ils ont bénéficié des résultats qui sont explosifs et exponentiels parce qu'ils ont activé les bons leviers, ils ont été patients, ils ont travaillé et ils ont mis leur ego de côté. Ce qui est drôle, c'est que j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, et en fait, la France, c'est un des seuls pays où les mecs ont un ego démesuré sur le simple fait d'investir sur eux. Tu vas par exemple aux États-Unis, c'est normal de le faire.
C'est, par exemple, tu vas avoir du résultat, tu dis, OK, c'est quoi la manière la plus rapide d'avoir le résultat que je veux? Tu dis, ah tiens, ça m'étonne machin, allez, boum, j'y vais. Et tu réfléchis pas. Et eux, ils ont cette mentalité-là, tu vois. Je pense que c'est en partie pour cette raison pour laquelle les États-Unis sont la première puissance mondiale, tu vois. C'est des mecs, ils foncent. Ces mecs, ils se posent pas 1 milliard de questions. Ah, mais machin, tout. Du coup, ils y vont, tu vois. Et en France, on est un pays où les mecs passent des années à réfléchir, où ils se disent, je vais faire par moi-même, je vais me débrouiller, machin. Ouais, tu peux faire par toi-même. Ça va te prendre combien de temps? Combien de temps tu vas prendre? Si t'as 20 ans, ok, tu t'en fous parce que t'as 20 ans, t'as la vie devant toi. Si t'as 30 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans, t'as pas le temps devant toi, tu vois. Et tu te rends compte de la valeur du temps parce que ça passe de plus en plus vite. Et deuxième chose par rapport à ta question, moi je me suis rendu compte qu'il y a 2 catégories de gens. Il y a des gens qui arrêtent d'apprendre une fois qu'ils ont le bac. Ils travaillent, après c'est fini, j'apprends plus rien, machin. Et il y a des personnes qui continuent d'apprendre toute leur vie. Devine lesquelles ont le plus de résultats. C'est pas le mec qui s'arrête au bac, tu vois. Et ça, c'est une constance que je trouve régulièrement entre les mecs qui n'ont pas de résultats et les mecs qui en ont. C'est les mecs qui ont des résultats, c'est les mecs qui se posent des bonnes questions, qui apprennent, qui sont ouverts à l'apprentissage et qui vont écouter les gens qui savent. Qui vont pas dire « Oh non, moi je suis un bonhomme, moi je suis un mal alpha, machin », et qui savent pas mettre leur ego de côté. Non, tu veux apprendre, tu mets ton ego de côté, tu vois. Pareil, t'es entrepreneur aussi, quand j'ai besoin de conseils, j'en sais rien, dans n'importe quel domaine, je me fais conseiller. Je suis pas en mode ah, c'est bon, je peux apprendre par moi-même, machin. Pour le sport, je fais pareil. Je suis pas, j'ai pas un diplôme de préparateur physique ou quoi que ce soit. Je me suis fait conseiller, j'ai payé des coachs pour ça, et c'est comme ça que j'ai beaucoup plus de résultats que d'autres qui continuent de plafonner année après année, qui vont 5 fois, 6 fois à la salle par semaine et qui n'ont pas de résultats et qui n'arrivent pas à perdre leur gras, tu vois. Donc, tout dépend de ton niveau d'ambition dans la vie. C'est-à-dire, si t'as un peu d'ambition, va chercher l'info, va chercher les trucs qui marchent et vas-y. Et si par contre t'es plus ce que j'appelle un PNJ, donc un personnel non joueur dans le langage geek, si t'es un PNJ, si en gros tu fais métro boulot dodo, ça te va bien, bah fais rien. Je veux dire, c'est ton problème, tu vois, à la fin. Tu sais, des fois ça m'arrive d'avoir, toutes les semaines, on a des personnes qui sont au téléphone et qui nous demandent des avis sur leur compte Tinder, etc. Et on joue toujours les mêmes trucs à chaque fois. Et à chaque fois, les mecs, je leur dis, quoi que tu décides de faire, c'est ta vie, c'est ton problème. Moi, ça change rien. Ça change pas grand-chose, tu vois. Donc, à toi de voir. Et à la fin, c'est hyper important de le comprendre, on est tous responsables de ses propres décisions. C'est-à-dire que si à 40 ans, vous avez une vie de merde, c'est votre faute. C'est pas la faute de votre grand-mère, c'est pas la faute de Macron, c'est pas la faute de Marlène Schiappa, c'est pas la faute des féministes non plus, c'est pas la faute de Tinder non plus. C'est ta faute, parce que t'as fait les mauvais choix de vie, parce que t'as pas eu les couilles de passer à l'action, parce que t'as pas été conseillé par les bonnes personnes, ça arrive aussi, parce que t'as eu trop d'ego pour aller vers des trucs qui marchent et t'as voulu faire à ta sauce et en fait ça n'a pas marché. Donc, à la fin, tu sais, sur Internet, on dit souvent le terme sélection naturelle, tu vois. Bah, c'est une forme de sélection naturelle, quelque part. 2 choses pour rebondir sur ce que tu as dit. Déjà, la première chose, c'est que il est démontré, et on en a tous bénéficié, on a tous fait les frais, la meilleure méthode d'apprentissage, c'est le mentorat. Avoir un mentor, c'est le meilleur moyen d'apprendre rapidement et d'économiser du temps. C'est comme ça, toutes les personnes riches, qu'est-ce qu'ils font? Ils payent un tuteur, des instituteurs pour coacher leurs enfants. C'est la première chose qu'ils font, parce qu'ils savent très bien que c'est un gain de temps et d'énergie. Le fait d'avoir une personne qui est bon dans son domaine et de se dire « Ok, toi là, t'es bon dans ce que tu fais. Dans ce cas-là, je me mets sous ta charge. J'accepte cette autorité. Voilà, donc t'es meilleur que moi. Tu me domines en tout point. J'accepte de me coucher. Maintenant, apprends-moi tout ce que tu sais. » Voilà, et fais en sorte que dans X mois, X années, je sois au même niveau que toi, voire même mieux, je puisse te dépasser. Et ça, généralement, c'est une chose que très peu de gens sont capables de faire. Pourquoi ? Pour la question déjà de l'ego. Aussi, si jamais il y a un intérêt pécunier, ces gens-là vont pas avoir les couilles de sacrifier leur argent, on va dire. Hein, c'est un coût. Il y a un coût en termes d'ego et d'argent. Et ça, tout le monde n'est pas prêt à l'accepter. La deuxième chose, c'est, tu sais, par rapport au principe de responsabilité, salut les gars, tu disais par rapport au principe de responsabilité, c'est-à-dire que si tu as une vie de merde,
c'est pas la faute de Macron, c'est pas la faute des féministes, c'est pas la faute d'un tel, c'est de ta propre faute. Et moi, j'ai un point de vue qui est un peu particulier sur ça, c'est que je suis un peu mitigé, c'est-à-dire que j'ai le même point de vue que toi, pour moi, d'un point de vue personnel. Mais le truc, c'est qu'en France, il y a cette mentalité socialiste de merde où, en fait, on te conditionne à avoir tout gratuitement sans effort. En fait, quand t'es un jeune mec, tu grandis, t'as tout gratuit, en fait. T'as l'éducation qui est gratuite, t'as les soins qui est gratuit, ta maman, papa qui t'apporte de la nourriture, le logement, les jeux vidéo gratuitement. T'as du divertissement gratuit, t'as tout qui est gratuit. En fait, on te rembourse tout. Et puis, à un moment, t'arrives à l'adolescence, t'as 16 ans, tu te dis, mais attends, pourquoi est-ce que le sexe et l'amour, c'est pas gratuit? Pourquoi est-ce que je me ferais pas sucer gratuitement, en fait? Il y a un moment où, en fait, tu te dis, ces nanas-là qui sont en face de moi, pourquoi j'ai besoin de faire des efforts pour les avoir? D'ailleurs, même ces nanas-là, elles font aucun effort, d'ailleurs, pour avoir accès à de la sexualité et de l'amour. Pourquoi ce serait pas pareil pour moi? Et du coup, il y a cette putain d'injustice. Tu te dis, mais putain, j'ai tout eu gratuitement dans ma vie. J'ai eu besoin de faire aucun effort. Je suis le meilleur. J'ai un putain d'ego. Je dois le préserver. Ces nanas, c'est pas normal qu'elles ont tout gratuitement. Du coup, bah non, c'est mort. Tu vois, je vais trouver des moyens par moi-même pour arriver à mes fins. Je paierai pas des coachs en séduction qui aillent se faire enculer. Je paierai pas des formations qui aillent se faire foutre. Je dois être capable par mes propres moyens d'avoir accès à la sexualité. Et cette dissonance cognitive, pour moi, elle est liée justement à cette omniprésence, on va dire, de cette mentalité de redistribution, de mentalité. J'appelle ça vulgairement le socialisme parce qu'il y a une connotation économique derrière. Mais c'est plus cette mentalité de passivité où tu attends les choses, tu attends que ça arrive à toi. Et contrairement aux Américains où là, on t'explique des petits que non, en fait, tu vas apprendre à vendre. Tu vas apprendre à faire quelque chose de tes mains, tu vas te bouger le cul, tu vas aller chercher ce que tu veux. Et en fait, les choses ne sont pas gratuites. Tout a un coût, y compris en temps. Et du coup, tu vas faire les choses pour les obtenir, quoi. Ça. Il y a une anecdote que je peux te raconter. C'est le jour où j'ai rencontré mon premier hater. C'était en 2017. Vraiment, ça m'a aidé à comprendre beaucoup de choses. Donc, c'est en 2017. Il y a un mec qui m'envoie un email. Il me dit ouais, je suis allé voir 8 coachs, j'ai pas de résultats, tous des arnaqueurs, machin. T'as l'air d'être le seul réglo, etc. Donc il me contacte, machin. Je suis un peu suspicieux au départ, tu vois. Mais après, je me dis, bon, ça peut être un défi, puis au pire, ça marche pas, je le rembourse, et voilà, quoi. Et donc je dis, bah écoute, ok, donc je l'accompagne sur le programme que je proposais à l'époque. Et tu sais, c'était un mec très virulent par écrit, c'est-à-dire ultra agressif. J'avais vu, il aurait utilisé exactement le même pseudo entre son adresse mail et YouTube. Donc il y avait le même pseudo. Et il a déjà posté des commentaires sur mes vidéos, et c'était en mode ultra agressif et tout, tu vois. Et puis un jour, je le rencontre. Puis là, j'ai première surprise. Le mec le plus aimable que tu rencontres de ta vie. Pas un mot de travers. Là, calme, machin, posé, il dit oui, s'il vous plaît, machin et tout, tu vois. Donc l'inverse de ce qu'il faisait sur Internet. Et j'étais un peu surpris. Je m'étais dit, en fait, au début, je comprenais pas. Je dis, mais pourquoi t'as pas de résultat, en fait? Je comprends pas. Et en fait, j'ai vite compris, parce qu'en fait, il écoutait pas du tout. Et en fait, tu lui donnais un conseil. Il contredisait ton conseil et il dit non, moi c'est différent, donc moi je vais pas faire comme tu m'as dit, moi je vais faire comme ça. Ça marche pas. Et au lieu de se remettre en question, de dire bah peut-être qu'en fait je devrais peut-être écouter, mettre mon ego de côté, écouter les gens qui savent, apprendre et donc avoir des résultats. Ou même juste, tu sais, je sais pas, il aurait pu se dire un truc genre bah écoute, pendant 2 mois de ma vie, parce que le mec avait plus de 40 ans, toute sa vie ça a été ça, peut-être qu'il aurait pu se dire bah écoute, ça fait 40 ans que je fais à ma sauce, que j'ai pas de résultats. Tiens, juste pendant 2 mois de ma vie, je vais écouter quelqu'un, je vais faire ce qu'il me dit, puis on verra. Il s'est même pas dit ça. Et après, donc, avec mes confrères en séduction, on se connaît tous. Donc, il y en avait un qui l'a vu en client, on discutait avec lui, il a eu le même problème. En fait, c'est un mec qui n'écoutait pas du tout les conseils, qui n'appliquait pas les méthodes, qui faisait tout à sa sauce à lui, qui n'avait pas de résultat. Et au lieu d'assumer que c'est sa faute, il renvoyait la balle à tout le monde. Au coach. Tinder, la société, les femmes, les féministes, tout le monde prenait pour son grade, mais c'était jamais lui, tu vois. Et après, j'en ai rencontré d'autres, malheureusement, des gens comme ça. Et du coup, ce jour-là, j'ai compris ce que c'est, en fait, un hater. C'est avant tout une personne triste
malheureuse. Parce que regarde, tu prends le raisonnement à l'inverse. Est-ce que tu as déjà vu une personne heureuse cracher sur quelqu'un sur Internet? Ça n'existe pas, tu vois. C'est toujours des personnes qui sont malheureuses. Mais ces personnes-là, je suis désolé de le dire, elles sont en partie responsables de leur malheur. Parce qu'en fait, ils font pas la démarche que tu as écoutée, qui est un mal français d'ailleurs. Tu vois, aux US, c'est pas du tout comme ça. Hein. Aux US, les mecs, ils écoutent, ils appliquent, ils ont des résultats. Et en France, les mecs la ramènent à leur putain d'ego à la con. Et c'est en bonne partie pour ça qu'il y en a qui ont jamais de résultats. Tu vois. L'ego, qu'on peut appeler l'arrogance aussi, c'est typiquement français. On est connu pour ça à l'étranger. C'est-à-dire, le français à l'étranger est vu comme un con arrogant qui pète plus haut que son cul. En gros, c'est ça. Et c'est pas forcément une bonne image, hein, tu vois. Donc non, c'est un peu la réputation du français à l'étranger. C'est malheureusement assez vrai. Et c'est pas comme ça qu'on a des résultats. On a des résultats quand on se remet en question, quand on passe à l'action, quand on regarde faire d'autres personnes qui savent faire, quand on s'inspire d'eux, quand on leur demande de les mentorer, comme tu l'as dit précédemment. Ce que j'ai fait moi aussi, hein, quand j'étais dans la communauté de séduction, j'étais pas en mode c'est bon, moi j'ai tout compris à la vie. Non, j'ai rencontré mon premier mentor, j'ai rencontré, je crois, 3 mois après. Il m'a tout appris. J'écoutais, j'appliquais, je mettais mon ego de côté, tu vois, parce que c'était un mec qui était largement au-dessus de moi. Et c'est comme ça que j'ai pu progresser. Et toutes les personnes que je connais, que j'ai rencontrées, qui ont vraiment une vie intéressante, qui ont des gros résultats, pas qu'en séduction, mais aussi dans le reste, c'est des personnes qui ont cette intelligence-là, parce que c'est une preuve d'intelligence quelque part, tu vois. La meilleure intelligence que tu as, c'est ça, c'est d'écouter les personnes qui savent, d'appliquer, de faire confiance. C'est une preuve d'intelligence. Écouter ton ego et dire non, je sais mieux que tout le monde, c'est pas une preuve d'intelligence, c'est une preuve, t'as un QI à 2 chiffres. Et ce qui va se passer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sélection naturelle, quoi. Ça. Dernière question par rapport à la séduction à l'étranger. Je sais que toi, t'es pas tout le temps en France. Comment est-ce que ça se passe, les rapports de séduction en dehors de France? Quelle est ton expérience? S'il fallait comparer les Parisiennes et les étrangères, il y a aussi beaucoup ce truc de se dire les Françaises, ce qui n'est pas forcément faux d'ailleurs, les Françaises, elles sont vraiment chiantes, elles sont vraiment exigeantes. Et quand on va à l'étranger, c'est beaucoup plus facile d'avoir accès à la sexualité et à l'amour. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors ça dépend du pays dont tu parles déjà. Si tu parles, je sais pas, des États-Unis par exemple, je trouve que c'est encore plus dur qu'en France, les États-Unis. Ouais, c'est beaucoup. En fait, ce qui est déconcertant aux États-Unis, c'est, j'appelle ça la culture du free hug, tu vois. C'est-à-dire, en gros, c'est très facile de nouer des contacts. C'est tout le temps en mode machin et tout, tu vois. C'est super enjoué dès le départ, mais dès que tu veux passer aux choses sérieuses, là, ça coince, tu vois. Et ça arrive très souvent avec c'est pour ça d'ailleurs que les pick-up artistes américains, ils enseignent beaucoup tout ce qui est direct game, parce qu'en fait, t'es obligé avec ces nanas-là, parce que si tu le fais pas, si tu te contentes de prendre le numéro et de la rappeler 2 jours après, quasiment systématiquement, elles te répondent jamais parce qu'elles sont passées à autre chose, tu vois. En France, ça existe aussi, mais c'est un peu moins le cas par rapport aux US. Donc, ça dépend vraiment des pays dont on parle. Celui dont je peux le plus parler, c'est celui où je suis très régulièrement depuis 2 ans, c'est l'Europe de l'Est et la Pologne, puisque j'y habite depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et l'Europe de l'Est, c'est pas forcément plus facile. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont plus faciles. Par contre, il y en a d'autres qui sont plus dures. Pareil, tout dépend de si tu parles d'une Polonaise ou d'une Biélorusse, ce qui n'a absolument rien à voir. C'est 2 cultures complètement différentes. Par exemple, globalement, en Europe de l'Est, ce qui est plus facile de manière générale, c'est toute la phase d'approche. Mais pas parce que les nanas sont plus faciles, mais parce que dans la culture de l'Est, les mecs n'approchent pas. C'est pas dans la culture, tu vois. La culture, c'est un peu une culture russe, quelque part. Ils n'ont pas la culture latine en Pologne, en Biélorussie. Les mecs n'approchent pas. La drague de rue, ça n'existe pas, tu vois, là-bas. Personne fait d'approche dans la rue. Et c'est pour ça que quand tu le fais, ça marche. Quand tu le fais légalement, bien sûr. Quand tu fais partie des rares à le faire, ça marche parce que les nanas ne sont pas habituées à ça. Alors qu'à Paris, ça arrive beaucoup plus souvent, tu vois. Donc ça, c'est une grosse différence. Et déjà, la culture n'est pas du tout la même. Donc tu as la phase d'attraction, le début, qui est plus facile. Par contre, là où c'est beaucoup plus dur, c'est le reste. Parce que c'est une culture dite traditionnelle. Donc, c'est-à-dire, les nanas, c'est beaucoup plus difficile qu'à Paris pour faire des one night stand ou autre, parce qu'elles vont être plus méfiantes, tu vois. C'est possible, mais elles sont plus méfiantes. Et il faut avoir un game plus solide, tu vois, par rapport à ça. Parce que sinon, elles te voient venir à 3 km et elles coucheront pas avec toi. Et
encore pire avec les Biélorusses, les Ukrainiennes. Je dis souvent avec mes potes, genre les Biélorusses, les Ukrainiennes, c'est quasiment impossible de coucher avec le premier soir. Voire même d'embrasser au premier date. C'est quasiment impossible parce que c'est une culture où elles sont extrêmement sélectives. Et pas sélectives par rapport à ta beauté physique ou quoi, mais par rapport à déjà ta stabilité de manière générale. C'est-à-dire, est-ce qu'en gros, tu vas être une personne de confiance avec qui elle va pouvoir se mettre pour évoluer ensemble. Ce sont des femmes qui sont assez familles de manière générale et qui veulent fonder une famille très tôt, tu vois. C'est beaucoup plus tôt qu'en France ou à Paris. Et tu as également un certain nombre d'inconvénients. Par exemple, les Biélorusses et les Ukrainiennes, j'ai arrêté parce qu'il y a un truc qui, moi, m'énerve particulièrement, c'est que t'es une vache à lait avec ces nanas-là. La culture biélorusse-ukrainienne, c'est le mec qui paye tout. Et quand je dis tout, c'est tout. Et c'est extrêmement mal vu. Si tu lui demandes de payer son café ou quoi, elle va te faire un scandale si tu le fais, tu vois. Et au tout début, moi, je le savais pas. Alors, je peux te dire, la première fois que j'ai eu une date, c'est avec une Biélorusse. J'ai vu partager le café, elle m'a regardé de travers, elle m'a dit non, mais ça se fait pas, machin. Au début, j'ai cru que j'étais tombé sur une nana un peu radin. En fait, non, c'est la culture qui est comme ça, tu vois. C'est des nanas, même dès la fin du premier date, elles te tiennent la main dans la rue. Et genre, à partir du deuxième date, t'es limite en couple avec elles, tu vois. Elles attendent aussi que les Biélorusses et les Ukrainiennes ne font rien. C'est à toi de faire toutes les étapes. C'est-à-dire, par exemple, entre le premier date et le second date, par exemple, quand tu fais un date à Paris, c'est très courant qu'une nana, quand tu l'as un peu marqué, elle va t'envoyer un texto après ou le lendemain, etc. Les Russes, les Biélorusses, les Ukrainiennes, ça n'arrive jamais. Même si elle est intéressée, elle va rien faire. Et si tu fais rien, elle part du principe que soit t'as pas les couilles de faire ce qu'il faut, ou alors que t'es pas intéressé. Et elles vont même pas chercher à savoir. Elles vont jamais t'écrire. Il y a d'énormes différences en termes de culture. Et les Polonaises, c'est un peu entre les deux. Les Polonaises, c'est à mi-chemin entre la France et la culture biélorusse. Elles sont, y a le côté tradi, le côté famille qui est beaucoup plus prononcé. La phase d'attraction, d'approche est plus facile. Par contre, c'est plus difficile de coucher avec. Elles vont plus te faire poireauter, elles vont plus te faire attendre. Ça va pas se passer comme ça, tu vois. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ouais, elles sont moins à cheval sur la question de l'argent. C'est-à-dire, de temps en temps, elles t'offrent le verre et tout, donc c'est cool. Moi, j'aime bien les Polonaises parce que c'est à mi-chemin. C'est à mi-chemin entre la culture française qui est plus pro-féministe aujourd'hui et la culture traditionnelle ukrainienne, biélorusse, qui, moi, me convient pas, parce que je trouve que c'est too much. Et la Pologne, c'est un peu entre les deux, tu vois. C'est bien, ça nous permet d'aborder un autre sujet qui est la question des femmes traditionnelles. Tu vois. Il y a un peu ce truc-là autour des tradwives là, depuis quelques mois, quelques années. Tu t'en penses quoi des femmes tradies de manière générale? Il y a tradi et tradi, quoi. C'est déjà, moi, un truc qui m'a beaucoup surpris, c'est même en Pologne ou en Ukraine, etc. Il y a beaucoup de femmes qui bossent déjà. En fait, les nanas qui sont genre au foyer, qui travaillent pas, qui restent à la maison toute la journée, c'est une partie, mais c'est pas toutes les nanas, bien au contraire. Il y a effectivement les tradwalls. Il y a des femmes qui ont pour objectif de se trouver un mec qui gagne suffisamment bien sa vie pour arrêter de travailler et être femme au foyer, tu vois. Sauf que derrière, ok, sur le papier, ça fait rêver. Après, il y a des inconvénients, tu vois, en termes de désir, machin. Moi, je trouve que c'est assez désérotisant d'avoir une nana qui reste à la maison toute la journée, tu vois. Après, c'est moi, il y en a sûrement à qui ça plaît. Moi, je trouve ça désérotisant, tu vois. Et par contre, ça, c'est un truc que j'ai découvert en allant là-bas. Il y a énormément de femmes qui sont entrepreneuses, etc., qui montent leur business, tu vois, qui bossent, etc., et qui cherchent un mec qui a aussi cette mentalité-là. Donc, c'est pour ça, par exemple, tous les mecs qui se disent « Ouais, moi, je suis un mec lambda, je vais en Ukraine, en Pologne, c'est bon, c'est gagné d'avance. » Non, ça marche pas comme ça. Les nanas vous voient venir déjà, et puis elles cherchent un mec avec un grand H. Un mec avec un grand H, c'est quoi? C'est un mec qui sait poser ses couilles, c'est un mec qui s'affirme, c'est un mec qui bosse, c'est un mec qui a de l'ambition, c'est toutes ces qualités-là, tu vois. Donc, il y a, que tu sois en France ou en Pologne ou ailleurs, c'est un impondérable. C'est-à-dire, si tu as une vie de merde, ce sera toujours aussi compliqué, quel que soit le pays où tu vas, tu vois. Donc non, c'est des femmes au contraire qui bossent. Par contre, la grosse différence avec la France, c'est pour ça que j'aime ce pays d'ailleurs, c'est que notamment en Pologne, les femmes en fait en Pologne, elles ont compris l'importance de la féminité, elles ont compris pourquoi les hommes en ont besoin.
Elles ont compris aussi que la féminité, c'est une arme pour avoir les mecs qu'elles ont envie d'avoir. Elles cherchent pas à devenir des mecs, tu vois. Elles sont beaucoup plus à la recherche de la complémentarité, mais ça ne les empêche pas de bosser, tu vois. Et au contraire, elles cherchent un mec qui les encourage à bosser. Elles veulent pas d'un mec qui lui dit arrête de travailler. Tu vois, l'avocate dont je t'ai parlé tout à l'heure, je sais pas, demain je lui dis bah écoute, tu vas arrêter de travailler. Elle va dire bah non, j'ai pas envie d'arrêter de travailler. Ou une autre que je vois en ce moment qui est photographe, tu crois elle va dire quoi si je lui dis ah bah arrête les shootings photos, c'est pas pour toi, moi je veux que tu sois bien, reste à la maison. Elle va dire bah non, j'ai envie de garder un minimum d'indépendance, j'ai envie d'avoir ma propre source de revenus, mais ça ne l'empêche pas de garder cette féminité, tu vois. Je pense qu'on a parlé d'un peu de tout, c'était plutôt cool. Merci pour ton temps, Mike. Merci de nous avoir délivré ton histoire et ton expertise. Si jamais vous avez kiffé et que vous avez aimé ce genre de podcast, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est ça qui me donne la force pour continuer. J'aime bien lire vos retours positifs, donc n'hésitez pas à mettre... je sais que là, il y en a, ils écoutent en fond et ils vont jamais liker, ils vont jamais mettre de commentaires. Mettez-les, je les lis. Je vais pas faire genre je les lis pas, je les lis. Donc mettez les commentaires, même il y en a souvent, je les like, vous pouvez aller voir dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à me donner, faire des suggestions si vous avez d'autres sujets. Si jamais il y a des sujets qu'on n'a pas abordés là durant ce podcast, n'hésitez pas à me faire des recommandations. On refera sans doute une partie 2. Ça c'est clair, c'est hyper large, la séduction, développement personnel comme thématique, donc ce sera avec plaisir en tout cas une partie 2. Il y a tellement de trucs à dire, donc n'hésitez pas. Si jamais vous voulez prendre contact avec Mike, je vous mettrai son Instagram en barre de description et son site Dragueur de Paris, si jamais vous voulez prendre un service ou un coaching avec lui. Et puis moi, si jamais vous voulez toujours me lire et rester en contact avec moi, parce que je ne suis pas souvent actif sur YouTube, sachez que j'ai ma newsletter. Tous les lundis matins, je vous envoie une lettre à 7h, on parle de tout. De temps en temps, je parle de séduction. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai parlé de Tinder, mais je parle aussi un petit peu d'économie, un peu d'entrepreneuriat, un peu de tout. Donc tous les lundis matins à 7h, je vous envoie une lettre. C'est totalement gratuit, le lien est en barre de description. Maintenant, je vous laisse avec la fin de la vidéo. C'était Ryan, c'était Mike. Ciao.